Bon, il est 20h32, je déclare ouvert cette session du conseil municipal. Je vais procéder à l'appel des participants. Olivier Colesso. Présent. Catherine Ribaille. Laurent Direz. Présent. Tawa Lyon. Présente. Fabrice Cassada. Présent. Philippe Arnaud. Présent. Samira Wali, absente. Alexandre Bouzet. Présente. Isabelle Soulis. Présente. Béatrice Desrois. Présente. Georges Pambou. Présent. Virginia Riora. Présente. Philippe Berenguer, je ne le vois pas. Quelqu'un a son pouvoir? Non. Donc on va le noter absent. Karine Lorteau. Présente. Anaïs Roy. Mathilde Hustin. Elle va peut-être arriver plus tard. Bon, écoutez, je note absente. Jean-Paul Algaron. Présent. Julien Hustin. Absent. Philippe Tadjilzik. Absent. Michel Romagnac. Présente. Ahmed Saïd. Présent. Laura Lambert. Présente. Pierrick Munier. Présente. Ali Bouchama a donné son pouvoir à Grégory Ateba. Fabienne Gilliot. Présente. Grégory Ateba. Présent. Et Toufik Hamdi. Présent. Donc nous avons 21 présents, un pouvoir, ça fait 22 votants. Le quorum est atteint. Je vais faire tourner la feuille de présence, si vous voulez bien l'émarger. Là, et me la remettre à la toute fin. Alors, aujourd'hui, c'est le premier conseil municipal qui utilise complètement le nouveau système de convocation et de communication des documents. Donc, on suit avec nos tablettes, si vous en avez, vos téléphones ou vos ordinateurs. Alors, on va commencer par nommer un secrétaire de séance. Monsieur Cassada s'était proposé. Y aurait-il des oppositions? Quelqu'un s'abstiendrait? Merci. Donc, Monsieur Cassada, secrétaire de séance. On va procéder à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal précédent. Vous l'avez reçu donc avec le document via l'application de gestion du conseil municipal. Y aurait-il des commentaires? Oui, Madame Munier. Oui, il y a... Prenez le micro s'il vous plaît, sinon on ne vous entendra pas l'enregistrement. Il est allumé. Oui, il y a un point qui manque. Vous aviez retiré le point numéro 1 de l'ordre du jour et ça n'apparaît pas dans le PV. Effectivement, il faudra que ce soit corrigé, monsieur le DGS, s'il vous plaît. Merci, Madame Munier. Cette remarque, une fois prise en compte, y aurait-il des oppositions à l'approbation du procès-verbal? Oui. Madame Gilliot? Pardon, excusez-moi. D'accord, donc 5 contre, des abstentions? Merci. Nous allons maintenant passer aux communications relatives aux décisions du maire, donc décisions prises au nom du conseil municipal dans le cadre des délégations qui lui ont été consenties. Donc création d'une œuvre d'art verger conservatoire par Marie-Laure Griff. Donc il s'agit d'un projet d'aménagement dans le quartier des Lodges qui comprend des plantations d'arbres anciens et rares et des œuvres de sculpture, enfin modelage, sculpture, par la professeure de poterie de la commune. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui sera réalisé cette année, pour lequel nous avons une subvention de 9 000 €, voilà, pour le total du budget. Ensuite, adhésion au service FAST. Donc ça, c'est l'application qui nous permet de passer les documents administratifs au contrôle de légalité, par exemple. Enfin, c'est tout ce qui nous permet d'avoir une interface de travail avec les services de l'État. Création d'une ligne téléphonique fixe, bon, bah ça c'est une décision précédente qui a été annulée. Création d'une ligne téléphonique pour le service scolaire, ça aussi ça a été annulé. Alors on est en train de revoir complètement tous les contrats de téléphonie, toujours dans la recherche de meilleure efficacité budgétaire. Propreté et entretien des voiries, donc c'est le contrat que nous passons avec les AT, hein, c'est un système qui existait déjà avant que nous prenions nos fonctions. Donc les résidents de l'ESAT de la Grange-aux-Bois viennent sur Chanteloup nous aider à maintenir la ville en état.
Donc nous reconduisons le dispositif, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Modification de la régie du guichet unique, donc ça c'est relatif à la gestion des régies qui nous permettent d'encaisser et de décaisser les petits montants dans le cadre des paiements ordinaires, on va dire, des services municipaux. Contrat de gestion complète de la police municipale, Logitude, c'est le logiciel qui permet à nos OSVP et aussi aux policiers municipaux de Montévrin qui agissent sur notre ville, eh bien, de verbaliser, d'établir les procès-verbaux et d'avoir des modèles de documents administratifs normés. Location de panneaux lumineux, vous l'avez remarqué, les anciens panneaux lumineux ont été retirés il y a quelques semaines. Les nouveaux sont en cours d'installation et seront branchés et effectifs à partir du 18 mars. Voilà. Donc on passe de 2 panneaux à 3 sur la ville. Donc des panneaux avec une technologie forcément qui est plus avancée. Désimperméabilisation de la cour de l'école Le Loupio. Donc ça c'est l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il n'y a pas le montant parce qu'en fait le montant n'est pas encore payé, engagé, mais c'est 10,20% du montant des travaux totaux. Donc quand on prend l'extension du préau plus reprise de la planimétrie et revégétalisation, on est sur une enveloppe d'environ 150 000 €. Donc le montant total de la mission d'AMO sera 10% de ce montant, donc environ 15 000. Contrat d'assurance de la flotte automobile avec Groupama, donc c'est les contrats d'assurance que nous souscrivons chaque année pour couvrir les risques liés à notre parc automobile, et contrat de balayage mécanisé avec FM Balayage, voilà, pour 880 € TTC par mois. Donc ce sont les balayeuses qui passent régulièrement sur notre ville. Y a-t-il des questions, des commentaires sur ces décisions? Non. Alors en deuxième partie, comme d'habitude, il y a les communications sur les décisions de non-aliénation, puisque nous sommes en zone de préemption urbaine, excusez-moi, sur les décisions de non-préemption urbaine, puisque nous sommes en zone de préemption urbaine. Donc vous avez le détail dans les documents. S'il y a des questions ou des approfondissements que vous souhaitez obtenir, je vous invite à vous rapprocher du service sur urbanisme, c'est le plus simple. Voilà. Donc ça, c'était pour les communications du maire. Nous allons maintenant attaquer les points du jour dans l'ordre. On commence par une série de délibérations d'urbanisme. Alors, je vais peut-être passer la parole à M. Direl. Bon, il est à l'autre bout, je vais me lever pour lui donner le micro. Ce sont 3 délibérations, l'une qui concerne justement l'instauration du droit de préemption urbain, non pas qu'il n'existait pas préalablement, bien évidemment, vous l'avez vu, on l'exerce, mais dans le cadre de la révision du PLU, il faut rafraîchir les délibérations, donc c'est l'occasion de reformuler ce droit par une délibération récente. Il y a aussi la soumission des travaux de ravalement à une déclaration préalable, et puis une délibération qui concerne le régime de construction, modification des clôtures. Laurent, je te passe le micro vite fait pour... Tu peux lui donner? Merci. Oui, ça rentre dans le cadre donc, de la révision de la PLU. En fait, tu as tout dit, c'est pour les besoins de cette révision qu'on réactualise les délibérations pour pouvoir les mettre en annexe, tout simplement. Y aurait-il des questions sur ces délibérations? Moi, oui, sur le... Prenez le micro, Madame Munier, si vous voulez. Pour le droit de préemption. Je veux juste savoir s'il n'y a que le périmètre de changer par rapport à notre délibération. La délibération a été reprise. Le périmètre, oui, c'est les zones urbaines et les zones à urbaniser. Vous le mettez sur la totalité, sur la totalité de la commune. Mais sinon, il n'y a rien d'autre de changé. Pas à ma connaissance. Le montant, tout ça, vous avez rien changé. Oui, le montant reste le même. En fait, il va falloir qu'on investisse dans un 3e micro. On touche pas au bouton. En fait, le montant, on fait référence à la délégation donnée au maire. Le droit de préemption urbain s'exerce quel que soit le montant de la transaction. Après, ce qui change, c'est est-ce que le maire exerce ce droit de préemption ou de non-préemption, plutôt de non-préemption dans le cadre de sa délégation, donc jusqu'à un certain montant, ou est-ce qu'on ne fixe pas de montant, ce qui est le cas aujourd'hui, ou est-ce qu'on en fixe un. Donc ça, c'est une discussion qu'on a au sein du conseil municipal au moment de l'installation des nouveaux exécutifs, ou qu'on peut avoir ultérieurement.
Très bien. Tu veux rajouter des choses sur les autres délibérations? Est-ce que vous avez des questions sur les deux autres délibérations, donc les clôtures et les ravalements? Si on n'a pas, je vous propose de les passer au vote dans l'ordre de leur apparition dans l'ordre du jour. Donc délibération instaurant le droit de préemption urbain. Y aurait-il des oppositions? Donc 5 contre. Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, nous avons donc la délibération concernant la soumission des travaux de ravalement de façade au régime de la déclaration préalable. Y aurait-il des oppositions? 5 contre. Des abstentions? Merci. Et enfin, la délibération qui concerne la soumission des travaux de création de remplacement de clôture au régime général de la déclaration préalable. Y aurait-il des voix contre? 5 contre. Des abstentions? Merci. S'il vous plaît. Oui. Oui, on vote contre parce que nous, on pense que c'est prématuré. Il vaudrait mieux avoir d'abord le PLU, où les choses vont être établies, et puis voter ça après. Oui, d'accord. Bon, en fait, c'est deux choses qui sont différentes. On profite de ces travaux sur la révision du PLU pour faire un peu de toilettage sur les délibérations qui sont annexes. Ces questions-là ne sont pas des points qui sont explicitement développés dans le PLU, mais on profite de ce moment en fait de travail sur les règles d'urbanisme pour mettre un petit peu à jour. Par exemple, la délibération sur le droit de préemption urbain, figurez-vous que personne ne l'a retrouvé nulle part. Ni à Marnay-Gondoire, ni à Chantelombry. Non, mais c'est. Vous ne trouvez jamais rien. Non, mais Madame Munier, ce n'était même pas dans le visa, des décisions. Donc c'est pas grave. On rattrape le coup. Il n'y a pas de difficulté. En tout cas, c'est un travail qu'il faut faire et qui n'est pas complètement assujetti à ce qui est fait sur la révision du PLU. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, nous allons avancer dans l'ordre du jour. Nous avons une délibération à prendre. Attendez, je fais défiler sur l'abattoir de Jossigny. Alors là, c'est consultatif. Si le conseil municipal s'était tenu 10 jours plus tard, on n'aurait pas eu besoin de faire cette délibération, parce qu'en l'absence d'avis donné par ce conseil municipal, il aurait été réputé, pas accepté, mais enfin en tout cas, il aurait été réputé que nous n'avions pas de remarques à faire. Je ne vous cache pas, on est tous d'accord, c'est un sujet qui ne nous touche pas directement. Je me suis rapproché de mon collègue maire, Patrick Maillard, donc maire de Jossigny, pour savoir s'il comptait sur nous pour que nous fassions des remarques ou des recommandations, parce qu'il y a comme une stratégie de territoire. Il m'a dit que non, il espérait que nous prenions acte de ce qui était fait, donc des travaux de rénovation, modernisation de l'abattoir, et que il espérait que nous n'ayons pas de remarques à faire. Malgré tout, si des conseillers ont des remarques à faire, n'hésitez pas à les faire ce soir. Elles seront portées dans la délibération et communiquées à la commune de Jossigny. Donc, y a-t-il des remarques à faire ou non? Donc, on prend acte que nous n'avons pas de remarques à faire sur ce sujet, à l'unanimité. Bon, très bien, je vous remercie. Donc, ce sera communiqué à la commune de Jossigny. Voilà, donc ça c'était pour la restructuration. Alors vous avez vu, le dossier est très lourd, très complet. On vous a envoyé les bonnes feuilles, comme on dit en littérature, et puis pour les curieux, ceux qui veulent le dossier complet, il y avait un lien WeTransfer pour télécharger l'ensemble du dossier. Voilà. On avance, nous avons maintenant une délibération financière à prendre. Alors la fameuse délibération que nous devions prendre en décembre. Oui. Non, juste sur la délibération, vous Laquelle La précédente, celle sur l'abattoir? Oui, vous nous dites de prendre acte, mais vous nous avez fait une délibération pour contre-abstention, donc... Oui, excusez-moi, effectivement. D'une manière générale, les projets de délibération, d'ailleurs, je crois qu'on va arrêter de les mettre comme ça. Voilà, l'idée, vous avez compris, c'est est-ce que quelqu'un a des remarques à faire ou des oppositions sur ce projet? Je crois qu'il n'y en a pas, on est tous d'accord. Donc nous prenons acte qu'il n'y a pas d'opposition à l'unanimité. Voilà. Et si par ailleurs vous aviez des commentaires à faire, n'hésitez pas, on les aurait consignés dans la délibération et transmises à nos collègues du Jossigny. Donc nous passons maintenant à la délibération financière qui consiste à l'autorisation donnée au maire d'engager les dépenses d'investissement avant... La création du service... Pardon? La création de la... Alors, vous voyez, ça c'est... Je crois que M. Ateba nous a écrit pour nous dire que c'est pénible de regarder sur le téléphone, je confirme. Donc,
prochaine fois, je prendrai ma tablette. Alors, non, mais c'est vrai. Il a raison. Il a raison. Il va falloir. Bon, j'ai ma tablette, mais je l'utiliserai la prochaine fois absolument. Alors, je remonte avec mon doigt. Donc, c'est la création d'une réserve communale. Ah oui, effectivement, une délibération très importante. Madame Romagnac, je vous passe le micro. Vous allez dire quelques mots pour expliquer un petit peu le sens de cette délibération. Merci, monsieur le maire. Bien, vous avez tous reçu normalement dans votre boîte aux lettres un document qui s'appelle le DICRIM, le dossier d'information communale sur les risques majeurs. Et dans ce dossier, si vous avez, que vous avez lu avec beaucoup d'attention, je n'en doute pas un instant, il est prévu la constitution d'une réserve civile. Alors, cette réserve... Je n'arrive pas à trouver la page. La réserve civile, elle a pour objet de venir en aide à la commune en cas de risque majeur, de catastrophe naturelle ou autre qui pourrait venir sur la commune. Et donc, elle est basée sur le volontariat. Et tout un chacun peut rejoindre cette réserve communale. On a déjà quelques volontaires qui se sont inscrits. La manière de s'inscrire, c'est écrit sur le DICRIM, soit par un téléphone à l'accueil de la mairie, soit sur une adresse mail spécifique qu'on a créée qui s'appelle réserve.communale@chanteloup-en-brie.fr. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est clair. Le financement. On m'entend ? Oui, au niveau des crédits alloués, combien vous avez prévu Pour la réserve oui. communale J'ai vu nulle part dans le budget, donc... c'est normal, il n'y a pas de crédit parce qu'en fait la réserve communale c'est sur la base du volontariat. Donc les gens qui vont rejoindre cette... Oui, pour les personnes. Mais J'entends bien, ça fonctionne pas comme ça. c'est du bénévolat, mais comme c'est marqué à la fin effectivement Ouais. du Et de compte fixer rendu les règles qu'il y aura en des dehors, crédits les alloués pour fonctionner. Alors la réserve communale est Parce qu'on ne voit pas dans le budget 2024. Ouais. Alors, oui. En tant que tel, la réserve communale n'aura pas de budget. Ce qui va avoir un budget, c'est le plan communal de sauvegarde. Hein. C'est-à-dire, on va mettre en œuvre certains moyens, et notamment l'équipement d'un centre d'hébergement d'urgence qui aura lieu dans cette salle, mais c'est un petit peu en marge. Bon, voilà. Et donc, dans ce cadre-là, on va prévoir l'équipement de ce centre d'hébergement qui pourrait contenir, vu la place disponible, 50 lits, et on prévoit un budget à peu près de 130 € par lit. Voilà. A priori. Voilà. Après tout le reste, ce sont les moyens de la commune. Si on doit mettre en œuvre quelque chose, c'est les véhicules de la commune. Et voilà. Le seul investissement qu'on va avoir à faire, c'est l'équipement de cette salle d'hébergement d'urgence. Sur cette salle, combien de... J'ai peut-être pas bien entendu, excusez-moi. 50 lits. 50 lits, à 130 € par lit. Oui. D'accord. Et donc, vous nous dites qu'il n'y a pas de budget, mais j'ai pas les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2024, mais donc c'est ça, on les trouve pas. Là, la délibération, c'est sur la création de la brigade. Hein. La brigade, c'est l'organisation des volontaires. Les lits, c'est pas dans le cadre de la brigade, c'est dans le cadre du PCS, c'est des équipements que la commune fait pour son compte propre et qu'elle mettra à disposition en cas de crise. Voilà, donc c'est pas la même chose. Pour ce qui est du BP, lorsque vous dites que vous ne voyez pas les crédits au BP 2024, c'est bien normal, le BP 2024, il n'existe pas, il vous sera soumis au mois d'avril. Hein. Aujourd'hui, on est dans la construction du budget. Mais pour vous répondre clairement sur ce qui est la brigade, c'est un ensemble de volontaires qui viennent en appui en cas de crise majeure. Hein, c'est une demande qui a été faite avec beaucoup d'insistance dans le cadre des correspondants de défense. Je représente la commune en tant que correspondant de défense à Melun. Et c'est vrai que, on sent bien quand même qu'il y a une volonté au niveau national de réarmer un petit peu moralement la nation et puis de faire en sorte que chacun participe à la sécurité du pays, que ce soit d'un point de vue civil ou militaire. Et c'est quelque chose qui est vraiment demandé. Et moi, ce qui me surprend agréablement, en fait, c'est d'avoir déjà des retours dès la diffusion du DICRIM, des volontaires. Donc c'est plutôt de bon augure. On verra comment cette brigade se constitue, de combien de personnes, quel est le niveau de motivation. Et puis, bien évidemment, on verra comment on l'a fait vivre aussi en articulation avec les communes voisines. Parce que tout ça,
c'est la conséquence du plan communal de sauvegarde de Chanteloup-en-Brie, mais vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une démarche identique au niveau de l'agglomération. Donc le plan intercommunal de sauvegarde ne viendra pas remplacer ce que Chanteloup met en place pour son propre compte, mais il viendra coordonner et créer des synergies entre tous les différents PCS pour les communes qui en disposent. Et à ce titre, Chanteloup est quand même un petit peu en pointe, et je salue vraiment le travail non seulement de Michel Romagnac, mais tout le petit groupe d'élus qu'elle avait constitué depuis 1 an et demi, et ça va nous permettre eh bien, de faire bonne figure auprès de l'agglomération pour les travaux suivants. Et on travaille, bon, c'est pas un scoop, c'est pas un secret ni un scoop, mais on travaille en 2024 sur un grand exercice, justement, avec les pompiers et tout, pour voir si on est capable d'accueillir des réfugiés, des gens qui seraient privés de logement ou qui seraient victimes, mettons, d'un accident, enfin sur une grande échelle, et qui nécessiterait l'intervention de la commune. Donc ça va être quelque chose qui va être très intéressant, parce que ça va nous permettre de confronter la théorie à la pratique, de voir aussi dans quelle mesure une commune comme Chanteloup est capable de mobiliser des ressources à la fois municipales, privées, pour faire face à une situation critique. Et puis voilà, je pense qu'on va suivre tous avec beaucoup d'attention, mais on est aussi observé, puisqu'il y a, au niveau de l'agglomération, on regarde aussi pas mal ce que fait Chanteloup, et Madame Romagnac a encore beaucoup de travail devant elle pour décliner ce que nous avons fait localement au niveau de l'agglomération. Voilà. Madame Munier. Alors, moi j'avais voté contre, pas sur le fond, mais parce qu'on doit voter une délibération. Donc je ne vote pas la délibération telle qu'elle est rédigée, voilà. Mais sur le fond, bien sûr que c'est une bonne chose. Vous le noterez comme ça sur le PV, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens, mais ok, très bien. Donc s'il n'y a plus de questions, je pense que le sujet est assez clair, on va donc passer au vote. Donc qui serait contre la création de cette brigade communale? Donc 5 contre, qui s'abstiendrait? Merci. Alors, j'espère ne pas avoir raté de points à l'ordre du jour. Alors, moi, je suis à la délibération 0311, c'est bien ça? Voilà, merci. Donc, autorisation d'engager les dépenses d'investissement avant le vote du BP 2024. Donc ça, c'est une délibération que l'on vote en général en décembre. Mais rappelez-vous, nous avions pris l'habitude, pas que nous, mais de la commune depuis très longtemps, de voter cette délibération au niveau du chapitre. Et les services de l'État nous demandent maintenant de le faire au niveau de la ligne. Donc, nous avons représenté cette délibération. Alors on est à 1 mois du vote du BP, donc on se dit pourquoi autoriser le maire à engager les dépenses à 1 mois du vote du nouveau budget? Tout simplement parce qu'il y a comme des fournisseurs derrière la commune, c'est pas que nous on ne vit pas dans de l'abstraction, et que les dépenses d'investissement que nous faisons, ce sont des commandes qui sont passées des fournisseurs qui nous livrent et qui espèrent être payés, donc pour eux 30 jours, c'est quand même important. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous soumettons malgré tout à l'Assemblée délibérante cette délibération, bien que le budget sera voté avant le 15 avril de cette année. Voilà. Donc qui serait contre le vote de cette délibération? 5 contre. Qui s'abstiendrait? Je vous remercie. Bon, là, on est à la 14, 13, 12, débat d'orientation budgétaire, je n'ai rien raté. Donc c'est le gros morceau de ce soir. Alors je vais faire un petit peu de manipulation et passer la micro à monsieur.
Merci Monsieur le maire. Voilà, alors on se retrouve aujourd'hui donc pour le rapport d'orientation budgétaire. Alors donc chaque année on se réunit justement au mois de mars pour la présentation du rapport d'orientation budgétaire. Alors pour rappel, notamment pour le public, les conseillers ont maintenant l'habitude, c'est une présentation qui répond en fait à une exigence légale, qui est donc obligatoire, et c'est une condition substantielle pour la validité du budget qui aura lieu. Le vote du budget aura lieu avant le 15 avril. Donc ça veut dire que si, en l'absence de présentation de rapport d'orientation budgétaire, le budget n'est pas valide. Voilà. Donc à l'issue de la présentation, il ne s'agira pas de voter pour ou contre la présentation, il s'agit en fait de prendre acte du fait qu'on ait présenté donc ce projet donc de budgétaire. Alors, les orientations budgétaires de la ville, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des prévisions en matière de dépenses et de recettes, tant en fonctionnement qu'en investissement. Alors, avant de les passer en revue, il est important de revenir en fait sur le contexte économique général dans lequel s'inscrit la ville. Comme je le rappelle assez souvent, la ville de Chanteloup, comme toutes les villes, comme les particuliers, les entreprises, on est des agents économiques, on s'inscrit donc dans un environnement, et donc élaborer un budget ne peut pas se faire en abstraction donc du contexte dans lequel on se situe. Voilà, donc c'est pour ça que de façon classique, quand on présente le rapport d'orientation budgétaire, donc il y a une partie qui est consacrée donc au contexte dans lequel on se situe. Alors, il y a le contexte économique global, mais il y a également le contexte de l'État. Voilà, parce que en fait, nous, collectivités, on a des liens financiers assez importants avec l'État. Donc, on est dépendant, je dirais. On a peut-être la libre administration, mais on est financièrement dépendant également des flux financiers qui nous préviennent de l'État, notamment à travers certaines dotations. Voilà, donc le contexte financier de l'État, en particulier à travers la loi de finances. Donc chaque année, nous c'est le budget, l'État c'est la loi de finances. Et voilà, donc la loi de finances 2024 qui a été votée avant la fin de l'année 2023. Alors au-delà de la loi de finances, il y a également eu en fait la loi de programmation des finances publiques. Donc en fait c'est un cadre pluriannuel dans lesquels s'inscrivent en fait les lois de finances. Voilà, donc c'est important pour nous de faire un peu allusion quand même, enfin de dire quelques mots sur la loi de programmation des finances publiques. Vous allez le voir parce que c'est quand même important et ça va sans doute impacter nos communes de Chanteloup, mais d'autres communes aussi. Et voilà. Donc, alors, concernant donc le contexte économique, le contexte c'est évidemment, sans doute, c'est le contexte de l'inflation. Donc en 2023, c'est une année qui a connu une forte période, sujet d'inflation, comme en 2022, même si dans une moindre mesure. Donc cette inflation, évidemment, ça dépasse en fait les normes fixées notamment par que doit suivre la Banque centrale européenne. Le niveau normal de l'inflation, en fait, c'est de 2%. Au-delà de 2%, les banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, doivent prendre également des mesures pour juguler en quelque sorte donc l'inflation. Alors, quelles ont été ces mesures qui ont été prises pour contrôler l'inflation? C'est des mesures notamment sur les taux directeurs. Voilà. Donc les banques centrales ont en général trois taux directeurs. Et donc le fait pour les banques centrales de jouer sur ce taux directeur, ça a un effet sur les crédits. Voilà. Donc l'effet sur les crédits, ça a été en fait des crédits, ça a été des taux à la hausse, aussi bien les taux des emprunts de court terme que long terme. Voilà. Tout ça en fait, c'est une stratégie pour éviter la création de la masse monétaire, parce qu'en fait l'inflation,
c'est l'inflation. Dans l'inflation, il y a évidemment les aspects liés en fait à la guerre en Ukraine, l'inflation énergétique, mais il y a une inflation qui est également liée à la création de la masse monétaire. Donc le fait d'augmenter des taux d'intérêt, ça permet de réduire en fait le volume de la masse monétaire qui circule dans l'économie, et donc ça permet en fait de contrôler en fait le niveau de l'inflation, mais qui a une partie donc monétaire. Donc pour les communes, il y a eu un effet très très important sur les budgets, peut-être pas sur Chanteloup, mais sur d'autres communes qui ont des niveaux d'encours de la dette assez importants, parce qu'en fait ça se traduit par la hausse de la charge de la dette, hein, aussi bien les communes que l'État d'ailleurs, hein, parce que l'État, vous le savez, a une dette très très importante. Et en fait, la charge de la dette de l'État, j'ai bien compris que ça faisait partie. C'était le 3e poste budgétaire dans le budget de l'État. Voilà. Et il est prévu qu'en 2027, que la charge de la dette, c'est-à-dire la dette de l'État, les fameux 3 000 milliards, soit le premier poste de dépense. Donc ça ne sera pas l'éducation nationale, ça ne sera pas la santé. Voilà. Donc ça veut dire que notre fiscalité, que nous payons à l'État, une grande partie sera consacrée en fait à rembourser la dette. Et donc voilà. Donc c'est important pour nous d'observer évidemment tout ça, parce qu'en fait nous aussi on a un encours de la dette. Dans notre encours de la dette, on a des prêts qui ne sont pas nécessairement à taux fixe, qui sont à des taux variables. Et d'ailleurs, cette année, enfin en 2023, on a dû procéder à une décision modificative pour pouvoir justement réajuster à la hausse les crédits qui étaient consacrés au remboursement de nos charges d'intérêt. Malgré tout, on s'en sort quand même plutôt bien du point de vue de la gestion de la dette, puisque rappelez-vous, il y a 2 ans, 2 ans et demi maintenant, l'une des premières choses que nous avons faites en prenant nos fonctions, c'était de renégocier avec les banques nos crédits à taux fixe. Nous trouvions à l'époque que payer 2,5% en moyenne, c'était bien trop, puisque les taux du marché à l'époque étaient autour de 0,75 pour les communes. On a réussi à renégocier l'essentiel de notre stock de dette pour un taux à 1,75. Et aujourd'hui, les communes empruntent à 4,5. Donc en fait, on a fait une affaire encore meilleure que ce que l'on imaginait. Hein. Donc on a eu, là, sur ce coup-là, on a eu quand même de la chance. Mais ce que dit M. Pambou est exact. Les prêts qui s'apparentent à de la gestion de trésorerie, ou les prêts in fine, ce genre de choses, forcément sont réévalués au fur et à mesure des taux. Hein. C'est le cas, on avait souscrit un prêt de 300 000 euros justement en prévision pour une sorte de portage, pour mobiliser immédiatement hein, les subventions qui étaient à toucher ou le FCTVA. Voilà, typiquement, c'est vrai que si les taux sont à 5, on paye 2 fois plus que si les taux sont à 2,5. Donc il faut être très vigilant sur cette gestion-là. Juste une petite correction, c'est pas notre sujet ce soir, mais le poste dans le budget de l'État en fait, qui va dépasser celui de l'éducation nationale, en fait c'est déjà fait, c'est pas le remboursement de la dette, ce serait trop beau, hein, c'est le service de la dette. C'est-à-dire que la dette roule, la dette roule, mais on va ouvrir. Et donc c'est pire en fait, c'est-à-dire que on ne se désendette pas, hein. Ce qui augmente c'est le service de la dette, c'est la charge financière de la dette. Oui, voilà, évidemment, oui, c'est pas le. Enfin, on s'endette également. La masse de l'encours de la dette de l'État augmente, mais voilà, c'est la charge de la dette, c'est donc les intérêts de la dette évidemment qui vont dépasser justement ce qui est prévu en 2027. Ça sera le premier poste de dépenses de l'État. Voilà. Alors, autre mesure pour juguler l'inflation par les banques centrales, c'est l'interruption du rachat de la dette des États. Parce que vous faut savoir que pendant la crise Covid, il y a eu le fameux quoi qu'il en coûte, c'est l'endettement des États. Et en fait, pour rassurer les marchés financiers, les banques centrales, en réalité, rachètent sur le second marché, en fait, hein, la dette de l'État. Voilà, donc ça contribue à créer de la masse monétaire, donc de l'inflation. Voilà, donc le fait de ne plus d'interrompre le rachat de la dette de l'État, c'est un message que lance la Banque centrale aux États, donc de ne plus, de réduire leur endettement. Alors pourquoi parler de la dette de l'État? Ça nous semble un petit peu éloigné de nos réalités municipales. Il faut quand même bien comprendre que toute commune dépend quand même aussi de financement de l'État, d'aides de toutes sortes, et que si notre interlocuteur est un État riche et très prospère, c'est quand même plus facile d'obtenir des fonds.
Quand l'État est impécunieux, il fait des économies là où il peut, et un de ses postes d'économie, c'est les transferts aux collectivités locales. Donc très clairement, on ne peut pas se permettre de construire des prévisions budgétaires, nous ici à Chanteloup-en-Brie, sur l'idée que les dotations dureront toujours, etc. Donc il faut absolument avoir une approche un peu pessimiste. Moi je dis ça tous les ans en fait. Depuis qu'on est ici, à chaque fois on vous explique qu'on construit des budgets pessimistes, mais en fait d'année en année, on se rend compte qu'on a raison de le faire et que c'est pas prêt de s'arranger. Voilà, justement, on parle donc de l'État. Alors, parler de l'État, c'est parler donc de sa situation financière. Alors, donc, vous avez en projection la situation donc, financière de l'État à travers deux agrégats. Il y en a plusieurs, mais voilà, celui que les agrégats les plus connus, c'est le déficit public, donc à 5%. En 2023, 172 milliards d'euros. La dette publique, je le disais tout à l'heure, 3 000 milliards, 110% du PIB. Voilà, alors donc c'est important d'évoquer la situation financière de l'État. Comme l'a dit M. le maire, on ne peut pas s'en désintéresser parce que un État en situation financière dégradée, il faut le savoir, donc c'est moins de dotations pour nos collectivités, c'est moins de subventions. Voilà, donc avoir une vue sur la situation de l'État, ça permet donc d'anticiper certaines décisions qui sont prises, notamment justement quand l'État élabore sa loi de finances. Alors voilà donc les deux agrégats que je voulais mettre en lumière, le déficit public et la dette publique. Et vous l'avez compris, c'est des niveaux qui sont au-delà des critères de Maastricht. Voilà, notamment le déficit, on est largement au-dessus. Et donc l'idée, c'est de retrouver en fait une trajectoire qui est conforme au pacte de stabilité. Ça s'appelle en réalité, c'est la politique coordonnée des économies nationales de l'Union européenne. Alors, ensuite, slide suivante. Alors, donc, voilà, à proprement parler de la loi de finances 2024. Donc, la loi de finances initiale. La loi de finances initiale repose en fait sur des hypothèses. Alors, là, l'hypothèse d'inflation qui est retenue sur la loi de finances 2024, c'est 2,6%. Et il y a également l'hypothèse de croissance du PIB. Le PIB, c'est donc la richesse que crée la nation, que crée un pays au cours d'une année. Donc la croissance du PIB conditionne les recettes de l'État. Et donc, à partir des recettes, évidemment, l'État est en capacité de mener de l'action publique à travers donc, les dépenses. Alors, donc la loi de finances, quand elle a été conçue en fin 2023, il y avait une hypothèse relativement optimiste de 1,4% du PIB, sachant que d'autres institutions proposaient une hypothèse beaucoup plus pessimiste. Et justement, ça a surpris beaucoup de spécialistes. Et il se trouve que si vous avez suivi l'actualité récente, c'est une hypothèse qui a été révisée. C'est une hypothèse qui a été révisée. On passe donc de 1,4% en loi de finances à une hypothèse révisée de 1%. La conséquence, ça veut dire que c'est moins de recettes pour l'État, notamment à travers la TVA, qui dit moins de recettes, une obligation donc d'ajuster les dépenses. D'où la décision qui a été prise de couper dans le budget 2024 10 milliards d'euros d'économie. Il y a un décret qui est apparu, qui a été publié le 22 février 2024, là justement, qui liste les postes qui sont concernés par ces coupes budgétaires. Donc c'est quelque chose de très très important. Et tu vas revenir ? Voilà, donc c'est quelque chose de très très important. Alors voilà, bon, évidemment, ça a suscité beaucoup de... Avant la publication de la liste des postes qui font l'objet de coupes budgétaires, dans le milieu des collectivités locales comme les nôtres, il y a eu beaucoup de craintes. Et in fine, on
enfin les collectivités ne sont pas directement concernées cette année par ces coupes budgétaires, peut-être indirectement, mais pas directement. Mais il y a eu des craintes véritables de la part de tous les spécialistes qui suivent voilà. Oui, alors effectivement, on a dit, spontanément, de manière très intuitive, on se dit l'État a moins d'argent, donc ça fait moins de subventions, moins de transferts. Mais il y a un élément nouveau qui lie maintenant les collectivités à la bonne santé économique de l'État et du pays en général. C'est que vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes attentif, si vous suivez l'actualité financière, c'est que beaucoup de ressources maintenant financières des collectivités ne reposent pas sur leur propre base fiscale auquel on applique un taux qu'on vote en délibération, mais sont des fractions de TVA. On l'a vu avec la suppression de la taxe d'habitation, on a récupéré un bout du département, le département est compensé par un morceau de la TVA. Maintenant, ça arrive sur la fiscalité économique, puisque les agglomérations, donc pour nous Marne-et-Gondoire, une partie de leurs ressources vient de la CVAE, qui est en train de disparaître et qui a vocation à être remplacée également pour une fraction de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos collectivités, là c'est général, vont être de plus en plus dépendantes des cycles économiques du pays. Il va y avoir un effet de lissage en quelque sorte. Donc ça c'est un fait nouveau. Moi quand j'étais élu déjà il y a 30 ans, c'était pas du tout comme ça. On vivait assez indépendamment de la conjoncture nationale. C'est plus du tout le cas. Aujourd'hui on est vraiment au bout de la chaîne alimentaire et on dépend complètement de la macroéconomie de notre pays. C'est très important ce que dit Monsieur le maire. Voilà, en fait, il y a eu la suppression justement donc, de la taxe d'habitation. Et donc au niveau du département, le département avait en fait une partie de la taxe d'habitation, de la taxe foncière. Donc tout ça, ça a été supprimé comme recette pour les départements. À la place de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, les départements touchent justement la TVA. Donc la TVA au niveau national. Voilà. Donc ça veut dire que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, avec les 10 milliards d'économies, avec les 10 milliards, avec une croissance qui est revue à la baisse à 1%, les départements, les régions et les intercommunalités se posent des questions parce qu'en fait leur quote-part de TVA, c'est un calcul qui est fait au niveau national, et ensuite il y a une répartition qui est faite selon des règles, selon la croissance de la TVA. Si la TVA baisse, ça baissera au niveau de l'État évidemment, mais ça va également baisser, donc au niveau aussi bien des intercommunalités, des départements, que des régions. Voilà, donc c'est très très important à savoir. Alors donc là je parlais de coupe budgétaire de 10 milliards d'euros en 2024. Il faut savoir également que dans une communication récente, le ministre des Comptes publics a annoncé d'ores et déjà qu'en 2025, on attend 20 milliards d'économies. 20 milliards d'économies. Ça veut dire que si en 2024, nous, collectivités, on échappe à ces coûts budgétaires, il est fort à parier qu'en 2025, qu'on soit mis à contribution. Voilà, que dans les flux financiers que nous transfère l'État, qu'il y ait un impact. Parce que pour l'État, évidemment, quand on reçoit des dotations, quand on reçoit des subventions, pour nous c'est une recette, mais pour l'État c'est une dépense. Voilà, donc l'État va couper certainement. Voilà. Donc on en saura plus au niveau de la loi de finances 2025, mais les annonces sont déjà faites, et donc ça permet en fait aux collectivités comme les nôtres d'anticiper et puis de se préparer à ce contexte un peu compliqué. Voilà, donc loi de finances 2024, comme je l'ai dit, la loi de finances 2024 s'inscrit également dans le cadre d'une loi de programmation des finances publiques. C'est une espèce de plan de trajectoire des finances publiques, et ça répond même à une obligation européenne en fait. Alors à savoir que la loi de programmation des finances publiques était prévue normalement pour être votée en 2022, et la version qui était présentée en 2022 a fait l'objet de beaucoup de contestations
de la part de beaucoup d'élus. Donc ça n'a pas été voté en 2022. Alors, en 2022, la version de la loi de programmation qui a été proposée, il y avait une clause de participation des communes assez claire. Hein. Il était écrit clairement que les communes participent au redressement des finances publiques. Voilà, donc ça a créé un levé de bouclier. Et voilà. Et donc finalement, c'était un projet qui avait été avorté, qui a été repris en 2023 et passé sur la base de 49.3. Voilà. Et après, voilà. Après cette clause de participation a été supprimée. Cette clause explicite de participation à la réduction des déficits publics a donc été supprimée. Et voilà, néanmoins, cette loi de programmation des finances publiques a été adoptée parce que c'est nécessaire également dans le cadre des traités européens. Il y avait en fait des recettes importantes qui étaient attendues. Et sans cette loi de programmation, c'était des recettes perdues évidemment pour les budgets de l'État. Voilà, d'où le fait d'avoir passé en fait cette loi de programmation par 49.3. Alors, que dit cette loi de programmation? Alors, cette loi de programmation fixe un principe de rétablissement des comptes publics. Voilà, il y a un objectif de rétablissement des comptes publics. Et voilà, donc ça veut dire qu'avec un retour à un déficit en 2027, correspondant en fait à ce qui était retenu dans le cadre du traité de Maastricht, c'est-à-dire environ 2,5% concernant les déficits publics. Alors, quelle est la conséquence pour nos collectivités de cette loi de programmation des finances publiques? C'est une recommandation en termes d'évolution de nos dépenses de fonctionnement. Dans les dépenses de fonctionnement, il y a également des dépenses de personnel, hein, de rester en deçà de moins 0,5% de l'inflation. Voilà, alors donc là, l'inflation 2024 est prévue à 2,6%. Donc en théorie, on doit avoir une évolution maximum de 2,1%. C'est une recommandation. Il n'y a pas de mesure de sanction. Voilà, mais c'est une marche, une trajectoire que l'État propose aux collectivités, parce que dans la dette publique, dans le déficit public, c'est le déficit de l'État, c'est le déficit des collectivités aussi, c'est également les comptes sociaux. Voilà, c'est une vision en fait globalisée. Voilà. Voilà donc pour voilà. Donc alors là vous avez en projection l'évolution de l'évolution en fait de la DGF. De la DGF. Oui, de la DGF. Alors j'ai trouvé intéressant de faire cette illustration pour faire la comparaison de l'évolution de l'inflation et la DGF corrigée. La DGF, en règle générale, soit c'est stable, soit ça augmente, mais quand on rapporte à l'inflation, en fait, on se rend compte que la DGF baisse. Voilà, donc c'était important pour moi de le montrer. Et donc, je le réduis encore, voilà, notre principal flux financier par rapport à l'État repose sur la DGF, nos communes, intercommunalités, départements, régions, etc. Et voilà, donc s'il y a des coupes budgétaires à venir, notamment en 2025, ça se fera nécessairement à travers la DGF. Et ça ne sera pas la première fois. Il y a déjà eu, dans le cadre d'une ancienne loi de programmation des finances publiques, c'était à l'époque de France, gouvernement de gauche en fait, hein, où il y a eu un mécanisme de contribution au redressement du compte public. Et la commune de Chanteloup elle-même, d'ailleurs c'est marqué sur le rapport de l'orientation budgétaire, a perdu beaucoup de DGF et aujourd'hui on n'a pas rattrapé
en montant de DGF global, le niveau qu'on avait avant 2017. Voilà, ce mécanisme a été suspendu en 2017, mais ça affectait beaucoup de communes. C'est une façon pour l'État de dire, voilà, je vous verse moins de recettes, donc vous derrière, vous contrôlez vos dépenses. Il y a un lien évidemment. Alors, voilà, les orientations budgétaires donc, de la ville maintenant. Alors, les orientations budgétaires de la ville répondent en fait à des objectifs de politique publique. Donc là, vous avez la liste politique de nos orientations, la maîtrise de la facture énergétique, c'est très important. Voilà, on était dans un contexte l'année dernière notamment de sobriété énergétique. Il y a beaucoup de communes qui ont souffert. Nous-mêmes, on a dû prendre des mesures de contrôle de nos dépenses, de notre facture énergétique, à l'éclairage public, le chauffage, etc. À tel point qu'en 2022, l'État a mis en place des mécanismes de soutien qu'on appelait le filet de sécurité en 2022, courant 2022, dans le cadre d'une loi de finances rectificative, et en 2023 aussi, mais nous, on n'a pas pu profiter de ces mesures de soutien parce qu'on n'était pas éligible. Georges, je vais prendre la main sur cette partie-là, puisque en fait c'est une petite introduction rapide sur les traductions politiques de la situation budgétaire et puis de nos priorités. Donc effectivement, la maîtrise de la facture énergétique, c'était le gros sujet de l'an passé. On était vraiment tous inquiets de savoir où trouver l'argent pour payer notre facture. Il faut savoir que on n'est peut-être pas les plus exposés, puisqu'on fait partie d'un syndicat du département qui achète l'électricité en gros. Malgré tout, on est à 1 x 3 sur notre sur notre tarif d'électricité par rapport à il y a 1 an et demi. Donc c'est considérable. Chanteloup-en-Brie, c'est une commune qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre financière. Donc quand on passe d'une facture d'électricité de, je sais pas, 150 000 à 450 000, il faut y trouver l'argent. Donc on a lancé, vous vous souvenez, une grande politique de sobriété, d'économie d'énergie. On a, même si on n'a pas eu le bénéfice du filet énergétique, il y avait quand même un mécanisme qui nous a permis d'avoir une ristourne de 25% sur la partie consommation, voilà, l'amortisseur. L'un dans l'autre, on peut quand même pousser un ouf de soulagement. C'est nous avons payé toutes nos factures, on a même dépensé moins que ce que nous avions budgété, ça on le verra un petit peu plus loin dans le rapport d'orientation budgétaire. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, parce que c'était quand même quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement, même si on a un prix au kilowattheure. C'est un petit peu un maquis, les factures d'électricité. On a énormément de points de livraison, le régime aussi des ristournes et des amortisseurs variait selon la puissance des points de livraison, etc. Bon, on a réussi à payer notre facture d'énergie sans affecter trop les équilibres de la commune, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà, le point numéro 2, la démocratie participative. On avait, rappelez-vous, prévu un budget pour la rénovation de la rue qui chante, enfin entre la place du Moulin et puis le bois de Chigny. Il fallait qu'on soit certain de pouvoir tenir nos engagements aussi, donc c'est le point 2 et un peu la conséquence du point 1. On va pouvoir effectuer les travaux que nous avions prévu de faire, puisque nous avons un petit peu d'argent d'économiser sur la partie énergétique. Le soutien aux familles et aux écoles, il y a la rénovation quand même de la cour du Loup-Puyo, ce n'est pas rien, si de mémoire, ça va être le second investissement sous ce mandat, donc c'est quelque chose qui est significatif. Le soutien aux familles, il se traduit d'une manière très spectaculaire finalement, c'est que depuis que nous sommes arrivés, nous n'avons pas augmenté les tarifs ni de la cantine, ni du périscolaire, ni de l'extrascolaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos tarifs sont à peu près dans une moyenne de ce qui est pratiqué sur le territoire. Quand on n'augmente pas ces tarifs et que dans le même temps, il y a 15 ou 20% d'inflation, c'est en fait une baisse. Donc ça, c'est très très important. On est content d'avoir pu le faire. Voilà. Alors, attendez, je retrouve la page. Voilà. Les actions en faveur des seniors, ça c'est assez facile à comprendre. On a vraiment été frustrés les premières années parce qu'avec les limitations sanitaires, on ne pouvait pas faire tout ce que nous souhaitions faire. Alors il n'y a pas que l'animation, il y a aussi toutes les démarches de formation, de sensibilisation, etc. Là, le CCAS et au-delà fonctionne vraiment à plein régime.
Et on est vraiment content de voir que maintenant on est capable, on a nos moyens, enfin les moyens de nos ambitions, et ça c'est super. Bravo à Madame Rival pour tout ce que vous faites, c'est vraiment super. La tranquillité, la sécurité publique, bon, même si Chanteloup est une petite ville tranquille, on est quand même une ville. On est une ville entourée de villes plus grandes, qui ont des gares RER, qui commencent à avoir des problèmes de sécurité. On a mis en place la convention de police municipale pluricommunale, ce qui nous permet d'avoir comme des agents habilités à effectuer pratiquement toutes les actions de maintien de l'ordre sur la commune. Là encore, c'est l'objet d'une convention qu'on va faire évoluer au fur et à mesure de nos ressources. Les ressources sont là, donc on va pouvoir aussi aller plus loin en matière de tranquillité publique en lançant cette année une étude sur la vidéoprotection. Donc on va voir les différentes options techniques qui nous sont proposées, et en 2025, on verra ce que nous faisons pour la commune. Mais ça, c'est un axe qui est important parce que c'est très demandé par nos concitoyens. L'amélioration de l'accueil des administrés, eh bien, c'est la mise en conformité de l'accueil des concitoyens dans les locaux de la mairie. On a créé une petite annexe, vous l'avez vu, un petit peu avec les moyens du bord, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que nous avions avant, une petite annexe que nous avons améliorée et équipée en régie. Nous avons une subvention du département pour l'étendre et la mettre complètement aux normes PMR, donc ça, l'étude et la mission d'AEMO sera faite cette année pour des travaux en 2025. Voilà, la restructuration des services, ça c'était un sujet qui a été pas mal évoqué ici dans ce conseil. Eh bien, c'est toujours essayer de trouver le bon arbitrage entre ce que l'on fait soi-même et ce que l'on délègue à des prestataires extérieurs. Nous avons donc cette année décidé de dénoncer, ou plutôt de ne pas reconduire la délégation de service public en matière d'entretien, enfin de nettoyage des locaux, et de créer une régie municipale. Donc ça, c'est une façon pour nous d'améliorer le service et d'en réduire le coût, comme nous avions fait l'année dernière une nouvelle convention de gestion de la crèche, qui nous a permis en fait d'offrir 2 fois plus d'heures d'accueil aux Chanteloupiens pour même un petit peu moins cher. Voilà. Et le déploiement des outils numériques, alors ça c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Depuis qu'on est là, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 applications mobiles qui ont été lancées. Et là cette année, c'est le gros sujet, c'est le site internet, puisqu'on était un petit peu lié par un contrat pluriannuel avec le prestataire actuel. Donc là les travaux ont commencé, il y a au moins 7-8 mois pour mettre en place le nouveau site, et il sera en ligne à la rentrée. Voilà. Donc ça, c'est les axes, les orientations budgétaires 2024 dans sa traduction, on va dire, politique et pas financière. Voilà, donc là, alors, là on était sur la traduction donc, politique, comme l'a expliqué M. le maire. On va essayer donc de voir la traduction donc, politique. Enfin politique, financière, enfin chiffrée, je dirais. Voilà, alors donc on commence toujours par le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est le quotidien. Alors concernant, alors on ne va pas passer en revue toutes les charges de fonctionnement. J'en ai retenu que 2. Les charges courantes. C'est des charges qui sont engagées pour le fonctionnement des services, mais également pour les prestations à la population, parce que c'est un coût. Et donc là, pour 2024, on est sur une projection de 1,7 million de charges de gestion courante, de charges de gestion courante. Et en fait, voilà, donc on s'est basé sur le réalisé de 2023, auquel on indexe 2,6% d'augmentation. Les 2,6% correspondent justement à l'inflation prévue en loi de finances 2024. Donc, on part du principe qu'à périmètre constant, sauf changement notable, à périmètre constant, on prévoit donc une augmentation en l'état actuel de nos prévisions. Les choses peuvent changer. On est sur une orientation, mais ça ne préjuge pas nécessairement des arbitrages finaux qui seront réalisés au moment du budget et même après. Voilà, ce sont des orientations, mais vous avez bien compris qu'on est dans un environnement fluctuant et voilà, et on ne peut pas prévoir un budget, c'est de la prévision de toute façon. Alors ensuite, le premier poste de dépense des communes, de Chanteloup et des autres communes, même pas les entreprises, c'est évidemment le personnel. C'est une charge, mais c'est peut-être aussi un capital. Alors on prévoit un atterrissage en charge de personnel à 2,7 millions.
ça correspond à une progression de 6,4% par rapport à 2023. Alors, les explications sont les suivantes. Principalement des mesures étatiques, parce que les fonctionnaires, en règle générale, c'est pas des contrats, c'est un statut. Et le statut, en fait, que ce soit de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique d'État, hein, les règles sont les mêmes. On a une grille, c'est une grille indiciaire. Voilà. Et donc, en fait, au 1er janvier 2024, c'est imposé donc à nous, aux 3 fonctions publiques, la revalorisation de 5 points. Voilà, il y a eu en fait une bonification de 5 points d'indice sur toutes les grilles indiciaires. Voilà, donc c'est une façon en fait d'augmenter le salaire donc de fonctionnaires, le salaire donc de base. Voilà, ça dès le 1er janvier, hein, donc ça c'est pas quelque chose qui est décidé par la collectivité, c'est des choses qui s'imposent aux collectivités. Et donc les collectivités doivent trouver les moyens pour amortir ces hausses décidées par les pouvoirs publics. Alors il y a autre chose aussi pour arriver à ces 2,7 millions, c'est la prise en compte du GVT. Le GVT en fait c'est le glissement, enfin ça veut dire glissement, c'est l'acronyme de glissement vieillesse technicité. Un fonctionnaire, son salaire augmente automatiquement au fil des années. Voilà, donc c'est pas au-delà des promotions, au-delà des réussites des concours, plus vous êtes ancien, plus vous progressez dans les grilles indiciaires. Voilà, donc ça fait l'objet de calculs en prospectif. Et voilà, et donc quand on fait une projection des charges en personnel de l'année qui arrive, voilà, on prend en compte le GVT. Alors le GVT, ça dépend des collectivités. En général, on dit que c'est à 2-4%. Enfin voilà. Là, voilà, c'est variable selon. Voilà, grosso modo, c'est 2-4%. Alors, autre chose aussi, c'est la prise en compte de l'évolution du SMIC. C'est le 1er juillet, je crois, de chaque année, hein, parce qu'en fait, certes, dans la fonction publique, c'est du statut, mais il y a des agents qui sont au niveau du SMIC. Donc, si le SMIC augmente, au niveau du privé, la fonction publique est obligée de se calquer au niveau du SMIC. Mais comme il a été indiqué sur le rapport rédigé, ça va toucher un peu au pro d'agents chez nous à Chanteloup, parce qu'on a une politique salariale, je dirais, assez favorable par rapport à d'autres communes où il y a beaucoup d'agents qui sont au SMIC. Donc nous, on a très peu d'agents au SMIC. Donc finalement, s'il y a une augmentation au 1er juillet, voilà, on sera, d'après ce que m'ont expliqué les RH, on devrait être très très peu impacté. Alors il y a aussi, dans cette croissance de charges de personnel, il y a également une mesure qui a été prise en 2023, c'est la revalorisation du point d'indice. Voilà, la fonction publique, c'est des indices, et puis une valeur. Donc cette valeur, elle augmente, elle a été gelée pendant plusieurs années, pendant plus de 10 ans, et elle a été débloquée justement en 2023, notamment au 1er juillet. Donc la masse salariale a augmenté sur 6 mois en 2023, et là on va subir en année pleine en 2024. Voilà, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une croissance de 6,4% de la masse salariale, qui comprend évidemment le salaire net, mais également les charges patronales. Voilà donc pour les charges. Qui dit charges? Ces charges, il faut les financer. On les finance avec des recettes. Les recettes, quelles sont-elles en fonctionnement? On n'a pas encore arrêté définitivement les comptes de 2023. Ça se fera au mois d'avril ou après. 600 euros. Voilà, alors donc on finit l'année 2023 à 1 million d'euros d'excédent, ce qui est un chiffre pas très élevé, mais qui est néanmoins très satisfaisant par rapport à ce qu'on a connu précédemment, ces dernières années. Voilà, donc c'est plutôt un satisfecit.
très élevé, Georges. C'est très élevé. Ah oui. Bon, on n'a pas la même, voilà, on n'a pas la même appréciation de, voilà, bon, c'est le maire, moi je suis... Monsieur Pambou a raison, effectivement, parce que bon, M. Pambou est comme un ancien trésorier public, donc forcément, il a une approche un petit peu sévère. On est quand même à Marne-la-Vallée, il faut se comparer à ce qui est comparable. Alors, 1 million d'euros d'excédent, ça paraît une belle somme comme ça, mais c'est jamais que les 60 jours de fonctionnement. C'est vrai, c'est pas un filet de sécurité très, très, très confortable. Malgré tout, au fil des 3 années qui ont passé, on est passé de 750 000 à 1 million. Et on termine l'année 2023 avec un petit peu moins de 200 000 euros d'excédent. C'est comme ça qu'il faut retenir dans un contexte très difficile. Moi, ce que je vois dans ce chiffre-là, c'est que notre marge de manœuvre ne diminue pas d'année en année. Et ça, c'est quand même notable. Même si en valeur absolue, c'est pas tout ce qu'un trésorier public souhaiterait. Voilà, non, mais ce que veut dire monsieur le maire, ce qui est important, c'est la progression. C'est l'amélioration. Évidemment, on part de très très bas. Là, on arrive à 1 million et en fait, c'est assez satisfaisant. Alors, autre recette, c'est la DGF dont on a parlé tout à l'heure. En l'état, on prévoit 286 000 euros, mais avant le vote du budget, on aura une notification. Hein. Il y a une publication qui est faite par la préfecture et une publication justement sur le site des collectivités territoriales. Hein. Donc, en l'état, par rapport aux éléments d'information que nous avons, notamment en termes d'évolution de la population, on fait une estimation à 286 000 euros de DGF. Alors la fiscalité directe, c'est donc les impôts locaux hein, que vous connaissez bien, hein, la taxe foncière, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Voilà, donc on fait là également on va être en progression. On fait une évaluation pour l'instant à 3 153 000 euros. Et on aura des précisions juste avant, enfin dans quelques semaines, parce qu'on reçoit un état des services fiscaux, un état qui s'appelle l'état 1859, qui nous indique nos bases actualisées. Et ce sont sur ces bases-là qu'on fera les inscriptions budgétaires. Mais nous, on fait de la prospective, et en prospective, on est à 3 100 000. Là, on est dans le cadre d'un rapport d'orientation budgétaire, donc c'est pas très très grave de ne pas avoir les chiffres définitifs, mais c'est quand même assez frustrant parce que Chanteloup, on est quand même pas très bien servi, je trouve. On est les derniers pratiquement à recevoir nos états 1059. Sans cet état, on ne peut pas faire le budget puisqu'on ne sait pas quand même quelle est notre source principale de revenus. Mais bon, c'est comme ça. Donc dès qu'on l'aura, on bouclera le budget et puis on convoquera le conseil municipal pour le voter. On avait prévu une date le 11, hein, vous vous rappelez, le 11 c'est les vacances, on va essayer de tout faire pour pouvoir convoquer le conseil municipal avant, je crois que ce sera plus facile pour les conseillers municipaux, mais sous réserve que la DGFiP nous donne tous les moyens de le faire. Voilà, la fiscalité augmente. Hein. Alors, augmente, on peut penser que c'est lié au taux d'imposition. Non, les taux de Chanteloup n'augmenteront pas en 2024. Hein. Ça reste donc au niveau de 2022, de 2021. De 2021. Voilà. Pardon ? Et avant. Ils sont comme ça depuis longtemps. Non, nous avions augmenté la première année. Oui, on était obligé d'augmenter les impôts quand nous sommes arrivés aux responsabilités. Voilà, donc en fait, voilà, la masse fiscale augmente néanmoins. Néanmoins, ça augmente aussi parce que, en fait, vous le savez, hein, les bases fiscales sont revalorisées automatiquement. Donc cette année, en 2024, le taux de revalorisation des bases est de 3,9%. Pour rappel, en 2023, les bases ont augmenté de 7,1%, ce qui est un record qui n'avait jamais été vu depuis plusieurs années. Alors, on a également les recettes des usagers, hein, c'est une prestation à la population, 450 000 euros. Et ensuite, on a également comme recette les subventions, c'est notamment la CAF, 95 000 euros. Nos subventions 2024 sont en baisse par rapport aux années précédentes, tout simplement parce qu'il y a eu un mécanisme par rapport à la CAF, le fameux CTG, le contrat territorial global en fait, hein, par rapport à la crèche de Chanteloup.
les crayons de couleur. Dans le mécanisme précédent, la CAF nous versait la subvention et nous on versait une subvention d'équilibre tenant compte de cette subvention à notre délégataire. Hein. Et avec le nouveau mécanisme CTG, ça c'est partout pareil, hein, c'est pas qu'à Chanteloup, hein. Les CAF versent directement la subvention à la structure qui a la charge de l'accueil de la petite enfance. Voilà. Alors, ensuite, voilà, on était au fonctionnement. On passe en revue rapidement concernant l'investissement. Alors, les dépenses d'investissement s'élèvent cette année au global à 700 000 euros. Enfin, c'est la prévision pour le budget 2024. Hein. Pour l'instant, on est à 700 000 euros prévus qu'on anticipe sur le BP, dont 271 000 euros de dépenses sur opération. C'est celle qui figure sur cette slide. Et ensuite, 174 000 euros de dépenses d'équipement hors opération. Bon, ça, c'est des mécanismes assez comptables. En fait, on fait la distinction entre les dépenses d'équipement. Ah, c'est illisible? Ah ben pardon, j'aurais dû faire un test avant. Vous l'avez dans le document? Oui, d'accord. Non, mais oui, bon. Non, mais ça, c'est la mais moi, voilà. Mais ce tableau, vous l'avez, de manière exhaustive. Oui, exactement. Voilà. Ça, vous avez reçu le dossier complet, rédigé. C'est vrai que la présentation n'est pas forcément très... oui. Voilà, alors donc... Oui, alors là, c'est les opérations principales. Comme le disait M. Pambou, les dépenses d'investissement sont bien évidemment supérieures à cela, mais on a voulu mettre en exergue les dépenses qui étaient un petit peu emblématiques. Donc le passage de l'éclairage public au LED, donc c'est une tranche supplémentaire, puisque depuis 2020 maintenant, chaque année, nous rénovons nos points lumineux pour les faire passer au LED. Donc là, ça va porter sur... On va avoir pratiquement terminé cette année le bourg, hein, les parties de la ville qui avaient les éclairages les plus énergivores. Création d'un jardin conservatoire au lodge, donc ça c'est sur la petite partie, la partie centrale de ce quartier pour lequel nous avons une subvention pour la mise en valeur du patrimoine culturel et arboricole. Rénovation de la rue qui chante, ça je l'ai évoqué tout à l'heure. Renaturation de la cour du Loupio, alors il y a 70 000. En fait, c'est un projet qui est un peu plus grand que ça, mais on avait mis une partie déjà sur le budget de l'année dernière. Il y a donc ceux qui suivent l'activité de l'enfance, ils sont bien au courant. Il y a le doublement de la taille du préau, une reprise de la planimétrie en partie et la création d'îlots de fraîcheur. Voilà. Extension et mise en accessibilité. Oui, pardon. Oui, bien sûr. L'extension et mise en accessibilité de la mairie annexe, alors là c'est une partie étude, hein, bien évidemment, lorsque nous attaquerons les travaux. Alors, là pareil, on a une subvention du département, ça faisait partie des 3 projets que nous avions inscrits au fonds d'aménagement communal. L'isolation et chauffage des bâtiments publics, donc ça c'est toutes les mesures qui servent encore une fois à agir en matière de sobriété énergétique, donc changement des chaudières qui n'étaient plus performantes, reprise des fenêtres et des ouvertures, etc. Rénovation de la salle des fêtes, 45 000 euros. Alors, vraisemblablement, on va scinder ça, parce que bon, la salle des fêtes, vous le voyez, hein, on avait déjà quand même bien avancé sur la salle de rénovation. Il reste à changer les portes, c'est très important. Refaire les câblages, parce qu'effectivement, si on ne voit pas bien à l'écran, c'est parce qu'en fait, tout le câblage et le projecteur est en mode VGA, et aujourd'hui, il n'y a plus de source VGA, on est tous en HDMI, donc il y a une grande dégradation. Donc on va faire ça cette année, c'est sûr. Le sol, on ne va pas le faire cette année, puisqu'on a quand même la salle des mariages qui s'est effondrée l'année dernière, donc c'est quand même un petit souci. Donc on va, là on a les devis, on va pouvoir le passer cette année. Donc on va faire moitié-moitié et on terminera la salle des fêtes l'année suivante. La dernière ligne, en fait, il ne faut pas la présenter comme ça, parce que ce n'est pas une opération d'investissement en tant que telle, c'est plutôt saupoudré sur l'ensemble de la commune. Mais voilà, c'était pour noter l'effort que nous faisons pour l'accessibilité de nos concitoyens qui ne sont pas complètement autonomes ni mobiles. Voilà. Alors, qui dit dépenses d'investissement, d'équipement, hein,
dit également recettes, comme en fonctionnement. Voilà. Alors, donc, pour financer ces dépenses, hein, donc on a des restes à réaliser. En fait, les restes à réaliser, c'est du résiduel de recettes d'investissement de 2023. On a de l'autofinancement. Alors, l'autofinancement, c'est un mécanisme de participation à l'investissement, de tout ce qui est fiscalité, de tout ce qui est dotation. C'est un espèce de transfert du fonctionnement à l'investissement. On a également donc, tout à l'heure, on a fait un autosatisfait concernant le résultat de clôture en fonctionnement. De même, en investissement, on sort avec un résultat positif. Hein. Donc ces résultats permettent donc de participer au financement des dépenses propres de l'exercice 2024. Alors on a également des ressources propres. Les ressources propres, en fait, c'est la taxe d'aménagement et puis le FCTVA. Et voilà, par contre, on voulait souligner également que pour 2024, en l'état, on ne prévoit pas d'inscrire d'emprunt au budget de 2024. Emprunter, c'est pas mal. Hein. Ça fait partie d'un mode de financement normal de la commune. On met zéro parce qu'on n'a pas prévu d'emprunter en 2024, mais si on emprunte, c'est pas une catastrophe. Monsieur Pambou va développer sur la diapo suivante notre schéma, enfin notre trajectoire d'extinction de la dette. Chanteloup-en-Brie, d'une manière générale, n'est pas très endetté. Elle est plutôt dans la moyenne. En revanche, là où il faut être très très prudent, c'est sur nos capacités de désendettement. C'est-à-dire que nos capacités à rembourser notre dette, hein, en réalité. C'est pour ça qu'il faut être très 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 vigilant sur la partie fonctionnement, parce que ce sont nos excédents de fonctionnement qui déterminent auprès des financeurs, des banques, etc., notre capacité à emprunter de nouveau. Or, un investissement, une grosse dépense, c'est forcément une partie de subvention, et la partie non subventionnée, en général, il faut l'emprunter, et ça c'est de la bonne gestion. Donc on est content de voir qu'on dégage des marges de manœuvre en matière de financement, même si on n'emprunte pas cette année, ça nous permettra de le faire l'an prochain, je pense, surtout en prévision de l'équipement public qu'Epamarne va nous livrer, pour lequel il nous restera environ 300 000 euros à charge. Donc là, il faudra faire un emprunt. L'extinction naturelle de la dette à Chanteloup, c'est de l'ordre de 200 ou 250 000 euros par an. C'est-à-dire que si, toutes choses égales par ailleurs, voilà, on se désendette chaque année de 250 000 euros. Donc se réendetter de la même somme, c'est plutôt, selon moi, hein, la bonne stratégie. Mais il faut quand même avoir un œil sur le niveau des taux d'intérêt. C'est-à-dire que quand on empruntait à rien, on avait tout intérêt à faire rouler notre dette, à réemprunter chaque euro que nous remboursions, puisque l'argent finalement n'avait pas un grand coût. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc on va cette année faire une petite respiration, on va rembourser de la dette sans en contracter de nouvelles, ce qui nous permettra d'aborder 2025, une année où il faudra qu'on emprunte dans de bonnes conditions financières. Oui, on a commencé cette présentation en parlant justement de la politique monétaire, hein, des taux d'intérêt. Et voilà, évidemment, donc Chanteloup a un stock de dette, pas nécessairement très élevé. On a donc un stock de dette au 31 décembre 2023 à 3,9 millions, qui est constitué de 5 lignes d'emprunt, hein, au global. Dedans, il y a un emprunt à taux variable. Et voilà. Et donc en fin 2024, on passera à 3,7 millions de stock de dette. Voilà, pour conclure sur ce sujet, je dirais évidemment que, comme l'a précisé Monsieur le maire, voilà, la dette en soi, c'est pas quelque chose de négatif. En fait, la dette, c'est ça qui permet de faire des grosses choses, des grandes choses, que ce soit les collectivités ou les entreprises. Hein, les entreprises qui marchent très très bien sont en général très très endettées. Donc la dette en soi, c'est pas quelque chose de rédhibitoire. Voilà, donc il faut s'endetter néanmoins pour pouvoir réaliser ces projets. Oui, la question de la dette, c'est la question de sa soutenabilité. Voilà, il n'y a pas d'autre critère que ça. Tant que vous êtes capable de rembourser la dette et que les charges financières induites ne vous privent pas de dépenses qui seraient par ailleurs nécessaires, il n'y a pas de raison de s'en priver. C'est un mécanisme. Malgré tout, moi j'avoue être assez... je prends mes distances par rapport à la dette. Hein. Je ne pense pas qu'on s'enrichisse par la dette. Hein. Ça, faut bien le comprendre. Il y a un petit peu un discours depuis quelques années dans les nouvelles sciences économiques, etc., en disant que c'est neutre, ça n'a pas d'importance, les arbres montent jusqu'au ciel.
Moi, je ne pense pas. Je pense que pour Chanteloup-en-Brie, une ville de 4000, 4500 habitants, on ne peut pas raisonnablement être plus endetté qu'à 4,5 millions. Voilà, je pense que c'est pas... Au-delà, ce ne serait pas raisonnable, hein, compte tenu... Après, je voudrais préciser qu'en fait, dans les communes, enfin dans les collectivités, par rapport à l'État, il y a ce qu'on appelle la règle d'or. Tout à l'heure, on parlait de la situation financière de l'État, les fameux 3 000 milliards de dettes qui posent question, parce qu'en fait, contrairement aux collectivités comme nous, l'État a le droit d'emprunter pour financer des charges de fonctionnement, c'est-à-dire pour payer des fonctionnaires, pour se livrer à un certain nombre de dépenses qui ne sont pas liées à l'investissement. Mais nos collectivités, on n'a pas le droit. Donc notre dette à nous ne sert qu'à financer des dépenses d'investissement. Ça ne sert pas à payer les fonctionnaires. Ça ne paye pas à faire de l'entretien. Voilà, donc c'est ça qui nous distingue, nous, de l'État. Donc nous, on a une qualité de dette, je dirais, qui est beaucoup plus saine que l'État. Et après, ce que je voudrais dire aussi, c'est que les dettes des collectivités, la dette est appelée à augmenter naturellement, parce que vous le savez, là je ne l'ai pas évoqué au cours de cette présentation, mais dans le rapport rédigé, on a évoqué tout ce qui est transition écologique, tout ce qui est nécessité de faire des travaux de rénovation pour la performance énergétique. C'est ce qu'on appelle la dette verte. Donc, il est acquis, et c'est un discours de certains spécialistes assez sérieux, notamment le président de la CDC, hein, qui l'a évoqué en fait. Hein. Voilà, donc il y a la notion de dette verte. C'est la dette vertueuse en quelque sorte, pour pouvoir justement remplir les objectifs de transition. C'est intéressant parce que ce midi, j'ai déjeuné avec un représentant de l'État et puis un président d'agglomération. On n'était pas complètement d'accord sur la définition de l'investissement. C'est pas neutre un investissement. Hein. Le chapitre investissement dans la comptabilité publique ne devrait pas s'appeler chapitre investissement. Selon moi, il devrait s'appeler grosses dépenses. Parce qu'en fait, ce qu'on présente souvent comme des investissements, ce sont des grosses dépenses qui vont induire des charges de fonctionnement supplémentaires. Et donc il ne faut pas la dichotomie entre on ne s'endette pas pour fonctionner, mais on s'endette pour investir. C'est pas aussi étanche que ça, hein, puisque les investissements aussi, pour beaucoup, ont des conséquences sur le fonctionnement. Alors, si vous investissez dans un gymnase, va falloir mettre un gardien, payer l'électricité, le rénover, etc. Donc c'est aussi du fonctionnement. Pour ce qui est de la dette verte, alors effectivement, on nous demande maintenant, hein, dans la présentation comptable, d'isoler dans l'endettement ce qui est alors vert. Je préfère dire vert que vertueux parce que je vois pas trop où est la vertu, franchement. La dette, c'est de la dette. Et puis on verra. Les historiens diront si les investissements verts ont été bons. C'est fait sur l'environnement ou pas. Mais le fait est que, et là, je rejoins M. Pambou, on nous pousse à la dépense sur certains sujets. Et donc, les collectivités, pas que les communes, hein, vont avoir leurs dépenses d'investissement fléchées, hein, sur certains sujets. Donc ça pose quand même un problème, parce que si on peut emprunter ce que l'on veut, financer après tout ce que l'on souhaite, parce qu'on a suffisamment de ressources, c'est pas bien grave, hein, par-dessus le marché, de faire des investissements sur des sujets qui ne sont pas, a priori, les nôtres. Mais on a quand même, quand on est une commune ou une collectivité qui a des moyens limités, il faut normalement commencer par les dépenses obligatoires. Maintenir le bâti en état, reboucher le trou des routes, etc. Et là, ce sont des millions d'euros. Chanteloup-en-Brie, et c'est normal, sur les 20 prochaines années, il va y avoir énormément d'argent à sortir pour juste maintenir la ville en état. Si par-dessus le marché, le gouvernement ou des agences nous disent qu'il va falloir dépenser, emprunter pour des dépenses vertes, ça va nous poser un problème à un moment d'arbitrage entre ce que nous faisons. Hein, voilà. Donc, oui, attention, on nous pousse à l'endettement, hein, ça il faut le savoir. Oui, totalement. Alors d'autant plus que la loi de finances de 2024 prévoit un article qui oblige les communes de plus de 3500 habitants, à partir du compte administratif 2024, d'annexer, enfin il y aura une annexe qui s'appelle budget vert, qui aura donc pour objectif de recenser au titre 2024, de faire l'analyse de nos dépenses d'investissement
voire même de fonctionnement, et faire une espèce de cotation. Alors, l'annexe en question n'est pas encore publiée. La loi de finances a prévu la présence de cette annexe dans le compte administratif. Il y a une circulaire ou un décret qui apparaîtra dans les semaines ou mois qui viennent. En tout cas, c'est une obligation. Ça, c'est un premier pas dans la notion de budget vert. Alors, il y a certaines grosses collectivités, à titre optionnel, qui votent un budget vert, selon une méthode qui s'appelle I4CE, je crois. Et voilà. Et donc, la loi de finances nous oblige au niveau du compte administratif, mais ça préjuge des prochaines obligations dans le cadre budgétaire même, de pouvoir faire la distinction entre les dépenses vertueuses, les dépenses vertes et les dépenses qui ne le sont pas. Voilà. Voilà, j'en ai terminé donc pour cette présentation. S'il y a des questions particulières. Alors, la version complète du ROB a été transmise aux conseillers municipaux. Elle sera mise en ligne dès que le débat d'horizon budgétaire aura été acté par le Conseil. Donc, il sera consultable sur le site internet. C'est un document qui fait une grosse vingtaine de pages avec beaucoup de tableaux. Donc, ceux qui s'intéressent aux finances publiques, je vous invite à vous y reporter. Madame, vous voulez... Oui, je vais avoir quelques remarques ou questions. Pas sur le fond, hein, c'est votre politique, c'est vous qui avez été élu pour la mettre en place. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais par contre, sur le côté législatif. Alors, je voudrais déjà poser une question au sujet des ventes des parcelles communales. Semaille et puis... voilà, pas le Gacé, mais le... Si, rue des Terres Fortes. Oui. Numéro 2. Je voulais savoir si elles ont été réalisées. Elles n'ont pas été réalisées, non. Elles n'ont pas été réalisées? Non. Ok. Bon, parce que je ne voyais pas ça dans le résultat du budget, donc... ok. Ensuite, donc bon, c'est très bien que vous n'empruntiez pas, puisque déjà en 2021, vous avez emprunté 500 000 €. Alors, je ne sais pas, vous en avez fait quoi? Les 500 000 €. Les 500 000 €. C'est les investissements qui sont couverts par l'emprunt, ça c'est de manière tout à fait... Oui, mais il n'y avait pas quand même d'emprunt à ce niveau-là, d'investissement à ce niveau-là. Enfin, pardon, mais on a fait beaucoup d'investissements sur la commune depuis que nous sommes arrivés. Vous n'avez pas remarqué? Non. Ah bon, bah, je vous invite à vous reporter au budget oui, qui ont été je modifiés. je ferai le total. Et l'emprunt, le prix relais, c'est en attendant quelle recette? Alors on l'avait expliqué l'an passé, c'est l'addition des subventions déjà notifiées et les avances de FCTVA. Donc c'est du portage pour pouvoir mobiliser tout de suite les ressources qui sont certaines. Des subventions d'investissement, je pense. En investissement. Et alors vous l'avez mis où? Les 300 000 €, ils sont où? Ils sont sur le CA 2023. Ils ne sont pas au budget 2024. D'accord. Donc dans le résultat 2023, y compris le... Pour la partie investissement. Investissement, hein, je parle. Et j'ai un petit souci parce qu'au niveau de l'investissement, à l'atterrissage 2023, vous indiquez un reste d'investissement de 22 604 €. Et après, dans le résultat d'investissement, c'est 175 000 €. 175 000 €, c'est l'excédent de fonctionnement. Non, c'est d'investissement. L'excédent de fonctionnement, il est plus d'1 million. Ça, c'est le total, c'est le report. Quand on est arrivé ici, il y avait 750 000 € de report, c'est monté petit à petit. L'année dernière, on a terminé à 840 et quelques mille, donc plus les 175 000, ça nous permet de dépasser le million cette année. C'est le report à nouveau, si on était une entreprise, on appellerait ça le report à nouveau. Alors, le résultat de la section d'investissement 2023 est excédentaire de 175 335 €. Je ne pense pas. Sauf qu'à la page 8, ça c'est l'investissement. Hein. À la page 8, il y a écrit que c'est 22 604. L'excédent d'investissement est de 22 000 €, je vous le confirme, et les 75 000, c'est un excédent de fonctionnement. S'il y a une erreur, oui, tout à fait. S'il y a une erreur, ce sera corrigé. D'accord. Ce n'est pas une petite erreur. Oui, enfin bon, l'agrégat est le bon, donc c'est ce qui compte. Et donc ça c'est bon. Donc,
Alors oui, les ventes n'ont pas été réalisées. Non, les permis de construire ont été... Non, mais il y avait 6 mois pour les réaliser quand même. Donc nous, on va demander à annuler la vente de ces terrains. D'accord, la vente n'a pas eu lieu, donc vous pouvez annuler. Non, mais il y a une délibération, il faut annuler Oui, la oui. délibération. D'abord, on passera une délibération, oui, bien sûr. S'il vous plaît. Ce sera fait. D'accord, mais du coup, il n'y a plus de vente. Hein. Il n'y en a pas eu. Donc, Non. Et il pose un permis de construire quand même. bien sûr. Et bien sûr. Ça a toujours été Ça a toujours été comme ça, les miniers. On pose des permis de construire, et quand les permis de construire sont délivrés et purgés, en général, c'est là que se font les ventes. C'est ce qui se passe dans la ZAC, c'est ce qui se passe dans toutes les opérations d'aménagement. Ah oui, puis je voudrais revenir sur... Parlez dans le micro, s'il vous plaît, si on ne l'entend plus après. Si vous permettez, je voudrais revenir sur le point 1, là, puisqu'il manquait un point sur le compte rendu, enfin le PV, c'est le compte rendu. Et à cette occasion, je suis allée sur le site, donc d'ailleurs j'ai dû vous demander une délibération, parce que franchement, aujourd'hui, on ne s'y retrouve pas sur le site, c'est catastrophique. Je suis d'accord avec vous, c'est le site... Alors, le site... Que fait le citoyen quand il veut quelque chose? Bah, c'est bien pour ça qu'on le change, hein. C'est un contrat pluriannuel, c'est pas notre site internet, hein, vous voyez, donc on ne veut pas non plus vous accabler, il était très bien à l'époque, mais les obligations de publication ne sont pas du tout adaptées au site tel qu'il existe. Donc là, c'est le système du kiosque, je reconnais avec vous, hein, c'est juste l'horreur. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas faire autrement. Et en plus, par exemple, je vais citer un exemple, le PV du 22 juin 2023. Vous avez 2 versions sur le site, ça c'est plus grave. Vous prenez l'ordre du jour, il y a un PV qui est en accord avec l'ordre du jour, celui du mois d'avril, et au mois de juin, il y a un PV du 22 juin où on reprend sur ce PV la vente de la parcelle des semailles qui a été faite au mois d'avril. Vous êtes sûr de ne pas confondre entre les comptes rendus succès? Non, mais vous me donnerez tout ça, il n'y a aucun problème pour mettre à jour. Ça, vous voyez, un petit email, et puis c'est vite fait, c'est vite corrigé. Non, mais Minier, on peut passer nos journées à chercher le détail. Ça, c'est très facile à corriger. Il y a quand même quelqu'un qui gère le site. Ouais, bien sûr. Et qui met les informations dessus, et qui fait les PV. Et qu'est-ce que vous voulez en venir où? Que des gens ne sont pas au top de leur... Je veux en venir qu'il y a des choses illégales sur le site, c'est tout. Alors, des choses illégales, non. Là, le fameux PV où il y a la vente de la parcelle, excusez-moi, c'est un faux. Et c'est celui-là qui a été publié. C'est pas un faux, puisque de toute façon, les procès-verbaux sont envoyés au contrôle de légalité. Ils reviennent avec un tampon des services de l'État. Le PV publié qui fait foi, c'est celui qui est validé par les services de l'État. Si il reste encore en ligne le compte-rendu succinct du conseil municipal, parce que rappelez-vous, avant qu'on soit avec ce système, après chaque conseil, on publiait immédiatement en ligne le rapport succinct, donc qui reprenait les délibérations, etc. Et ensuite, on tapait un PV qui était envoyé au contrôle de légalité. Il est possible que la première version du document existe, il n'ait pas été remplacé par la version revenue du contrôle de légalité. Nous regarderons dès demain matin, rassurez-vous, mais pour la partie légale, il n'y a qu'une seule chose qui fait foi, ce sont les documents qui reviennent du contrôle de légalité. Donc, et il y a un sceau qui est visible, c'est sur les pages, il n'y a aucun doute possible dans l'esprit ni des élus, ni des concitoyens qui s'intéressent. Mais il y en a un qui est vraiment illégal, puisqu'il y a la vente de la parcelle, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Alors, un document en ligne qui n'a pas le sceau du compte, un PV en ligne, si vous dites que c'est un PV, hein, je veux bien vous croire, je n'ai pas été voir, hein, mais qui n'a pas le retour du contrôle de légalité, ce n'est pas un document légal de toute façon. D'accord ? Les documents publiés ont un sceau du contrôle de légalité. Le hic, monsieur le maire, c'est que dans le PV que vous nous avez donné, ça n'apparaissait pas, c'est là le problème, c'est tout. Non mais c'est très simple, hein. Demain matin on regarde, s'il y a un document de trop sur le site, on le retire et c'est résolu très très rapidement. Voilà, je pourrais vous donner les 2 comptes rendus avec l'ordre du jour. Faites ça. Je vais sortir. Ouais, je ferai une copie. Et ce sera réglé dès demain matin. Et donc, il faut qu'il soit quand même accessible, parce que c'est du temps. Hein. Le site, il a une ergonomie absolument horrible. C'est pour ça que nous mettons cette année 15 000 € pour le refaire de fond en comble. Mais nous ne pouvions pas le faire avant, car c'était un contrat multi-annuel et qu'il n'était pas question de dénoncer un contrat, de payer pour un site et d'en faire un deuxième. Voilà. Donc nous attendions
que ce contrat de prestation se termine pour pouvoir mettre en ligne un nouveau site plus adapté aux obligations de publication légale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes, vous savez, vous avez une formation d'ailleurs à ce sujet, vous et vos collègues de l'opposition. Nous avons investi dans un logiciel qui permet aussi de faire la liaison directe, la liaison directe entre ce que nous faisons ce soir, le contrôle de légalité et la publication. Donc là, c'est vraiment, on ne peut pas espérer mieux. Pour une commune de notre taille, je pense qu'on fait partie maintenant des communes les mieux équipées de ce point de vue-là. C'est terrible quand même, paradoxe. Au moins, vous voyez, on est complètement en conformité avec la loi, on fait des gains de productivité énormes, et puis le prestataire améliorera peut-être l'ergonomie au fil de l'eau, mais la première chose, c'est que les documents, les bons documents, je vous rejoins de ce point de vue-là, que les bons documents soient en ligne, en temps et en heure, et que chacun ait accès aux bonnes infos. Et ça, aujourd'hui, c'est le cas. Monsieur Pambou, par rapport au personnel, par rapport à l'enfance, vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir, normalement, il est prévu une augmentation de 150 € pour les agents de la petite enfance. Est-ce que ça, c'est prévisionné pour vous? 250 à 200. Est-ce que c'est prévisionné pour vous, pour tous les agents de la petite enfance? Alors, c'est moi qui vais répondre, c'est pas vraiment une question d'adjoint en finance, c'est plutôt une question RH. Bien évidemment, cette année, il est clair, et vous le voyez dans le tableau, que le chapitre 12, donc le chapitre 12, c'est le chapitre qui comprend la rémunération des agents et les charges associées à leur rémunération, va fortement augmenter, parce qu'effectivement, selon les catégories d'agents, entre la revalorisation du point d'indice, il y aura aussi en fin d'année des obligations liées à la mutuelle, à la prévoyance, etc. Ça va être une année où le chapitre 12 va fortement augmenter. Ok. Monsieur Pambou, vous vous souvenez que nous étions à 51%. La fois dernière, je vous ai fait une petite remarque parce que vous étiez à 53%. Il s'avère que là, dans l'étude du document, on repasse à 51%. Il y a une reprise du personnel de nettoyage par la collectivité, donc ce sont des agents de la collectivité. J'ai du mal à comprendre comment, avant quelques mois, nous étions à 53% de charge de personnel. On reprend du personnel et on se retrouve à 51% de charge de personnel. C'est juste une question. Oui, je vais faire juste une réponse. En fait, ça, c'est un calcul, je crois, de niveau collège. Un pourcentage, ça dépend de deux choses. Mais non, juste qu'on ait l'explication, je n'ai pas dit que j'ai... Donc, vous avez vu que les charges de fonctionnement vont beaucoup augmenter, donc en proportion, le rapport entre les deux, en fait, c'est variable. Vous avez tout à fait raison que, d'une manière absolue, en valeur absolue, les charges de personnel vont fortement augmenter, pour la raison que vous venez d'évoquer, puisqu'on a repris 2 agents équivalents temps plein pour les missions de ménage, qu'on a en plus, comme vous l'avez évoqué, des revalorisations pour certaines catégories de personnel, plus ça, plus ça, plus ça. Ça, en valeur absolue, ça va augmenter. Maintenant, la valeur relative, donc le poids relatif des charges de personnel dans l'ensemble des dépenses, ça dépend de l'évolution de l'ensemble des dépenses. Et ça, on aura le calcul final au moment du vote du BP. Vous voyez, l'explication était un peu plus claire que ce que je n'avais compris. Et pourtant, j'ai fait mon collège aussi, donc ok. D'autres points, dernier point, par rapport justement aux prévisions sur l'enfance, j'en ai encore un deuxième, les tarifs facturés sont restés inchangés, c'est ce que vous avez dit depuis 5 ans. Et actuellement, on est à peu près à l'égalité des autres collectivités, à peu près. Un petit peu au-dessus. Donc elles ont augmenté leurs tarifs? Alors certaines oui, et surtout du fait des marchés de cantine. Nous, on a quand même de la chance, alors ça ne durera peut-être pas toujours, mais l'année où il y a eu beaucoup de revalorisation des marchés de cantine, c'était l'année où nous, on a changé de prestataire en fait. Donc beaucoup de communes qui avaient des contrats de prestation de repas ont eu en cours d'exécution du marché, ce qui est possible, des revalorisations très fortes. Nous, notre prestataire a eu l'élégance de ne pas demander une revalorisation 2 mois avant la mise en œuvre du marché, ça arrivera peut-être plus tard, mais voilà. Chanteloup-en-Brie, et ça c'est normal, ça c'est pas du tout un reproche que je fais à vous, si vous avez c'est une commune qui a quand même pas énormément de ressources fiscales, donc c'est normal que les tarifs facturés aux familles soient plus proches de la réalité du coût que dans des communes qui peuvent se permettre de subventionner énormément les services. Donc on est arrivé, on avait fait une étude, on avait beaucoup réfléchi, c'est vrai que c'est une question quand même qui est importante parce qu'on est une commune jeune, beaucoup d'enfants, beaucoup de parents d'élèves, et on s'est demandé s'il était opportun, au moment où on avait du mal à boucler le budget pendant la Covid, s'il était opportun de revoir les tarifs, et on s'est rendu compte qu'on était déjà
élevé, enfin on était dans la fourchette haute au niveau de l'agglomération, donc on a décidé de ne pas y toucher. Ensuite, on a réussi à avoir des marges de manœuvre financières en économisant ou en restructurant notre dette, donc on n'a pas eu besoin de revaloriser les services, mais comme les communes, la voisine l'ont fait eux, bah, du coup, encore une fois, par comparaison, on s'est retrouvé dans une bonne moyenne, on va dire. Sur la baisse régulière du nombre d'enfants à Chanteloup, ce que vous indiquez aussi que la nouvelle politique de l'éducation nationale en matière d'effectifs obligera probablement à une ouverture de classe. Oui, au Loupio, à la rentrée, très vraisemblablement. Soit. Mais vous nous avez dit non la fois dernière, mais bon, ça c'est pas grave, c'est aussi une observation des chiffres. Par contre, il y a quand même on parlait il y a quelque temps. J'entendais, il ne faut pas augmenter la population à Chanteloup. Et maintenant, on se rend compte qu'il va y avoir une augmentation de population parce que vous allez faire de nouvelles restructurations, ce qui va nous obliger forcément, je pense, à recréer des classes, recréer des investissements pour les scolaires. Donc augmenter les impôts, je présume, sur certaines. C'est une projection, hein, mais on avait tablé à 4000 et quelques habitants, 4003, voilà. Là, on va passer, si on suit l'évolution que vous prévoyez pour Chanteloup, c'est votre choix politique, c'est votre choix. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Parce que va falloir, du coup, si on se retrouve à 5000 habitants, peut-être un peu plus, population jeune, vous l'avez dit, donc enfants, donc on va être obligé de réinvestir, C'est une très bonne question. Et c'est une très bonne question. J'ai pas fini, excusez-moi. Et du coup, moi je m'interroge sur les économies que vous prévoyez de faire, que M. Pambois dit l'État nous oblige à faire des économies, il faut qu'on fasse des économies parce que l'État ne subventionne plus, l'État ne donne plus la main à la pâte. Bon, l'État a quand même beaucoup aidé et continuera beaucoup d'aider, nous sommes quand même un pays riche, malgré tout. C'est juste, quelle est les prévisions, comment vous envisagez, parce que là on va faire le budget 2024, mais sur 2025, 2026, 2027, avec tout ce que vous avez envie de faire. C'est juste une question, j'ai pas d'avis là-dessus pour le moment. Alors pour l'instant, ce que nous faisons, c'est dérouler le programme sur lequel on a été élu, en termes d'investissement. Pour ce qui est 2025-2026, eh bien vous l'avez, alors on l'a un petit peu évoqué, on va juste terminer ce qu'on a commencé de faire. La cour du Loupio, ça c'est budgété, c'est subventionné à 80%, il n'y a pas de grosses difficultés. L'extension de l'annexe de la mairie aussi, on a un très bon niveau d'investissement. Et ensuite, il y a l'équipement public donc, qui est subventionné à 80% par EPAMA, qui représentera une charge résiduelle pour la commune d'environ 300 000 €. Mais ça, c'est un équipement qui arrivera mi-2026. Donc pour 2024, 2025, 2026, la réponse à votre question, c'est rien, il ne va rien se passer. Après, si on se projette plus loin, alors déjà, merci, c'est quand même pas un exercice très très facile de se projeter sur plus long terme, mais on peut quand même raisonnablement imaginer à quoi ça va ressembler. Alors, je suis d'accord avec vous, Chanteloup-en-Brie, comme d'autres villes, mais particulièrement Chanteloup-en-Brie, ce qui détermine un petit peu sa fortune ou sa méfortune, c'est la façon qu'elle a d'accueillir les enfants et tout ce qui gravite autour. Parce qu'un enfant, ça coûte très cher à une collectivité, en service parascolaire, en équipement, etc. Aujourd'hui, nous avons 2 écoles, on va dire, la maternelle et l'élémentaire, pour un total de environ 25 classes. On a 7 classes, je parle sous le contrôle de M. Cassada, on a 8 classes au Cantou, on en a 12 au Loupio. Effectivement, bien que les effectifs baissent, la politique du gouvernement qui maintenant impose de faire des classes de 24 en CP, CE1 va nous obliger à ouvrir une classe. On n'aura pas plus d'enfants, mais on aura une classe supplémentaire. En grande section aussi, c'est 24. Oui, voilà. Alors c'est un peu moins problématique au Cantou parce qu'on a plus de facilité à réorganiser les cours. Mais pour ce qui est du peuplement de la ville, parce qu'il s'agit bien de ça, effectivement, tout l'enjeu, c'est d'accueillir la population qui n'avait pas beaucoup d'enfants. Parce que Chanteloup-en-Brie, nous avons, et ça vous le savez, ça c'est historique, une pyramide des âges qui est complètement déséquilibrée. Nous nous distinguons par rapport à la moyenne nationale. Et comme les politiques publiques sont définies au niveau de l'État sur la base de moyenne, sur la base de tendance, etc., dès que vous vous éloignez de
de la moyenne, de la norme en quelque sorte, dans un sens ou comme dans l'autre. Hein. Il y a des communes qui sont trop pauvres, qui n'arrivent pas à générer suffisamment de dynamisme. Bah, nous, on est un peu trop jeunes. Et si vous vous intéressez un petit peu à l'urbanisme, aux médias, je suis depuis 3 ans beaucoup intervenu à la maison de l'architecture, auprès des PAMAN, etc., sur les dossiers de bien vieillir en ville, le parcours résidentiel et tout. Et là, je crois que le premier projet que nous allons signer avec les PAMAN, c'est pas encore fait, donc le premier programme d'habitation qui sera réalisé à Chanteloup et qui sera livré, je pense, après ce mandat, hein. Donc on est vraiment, comme vous dites, de la projection, et bien c'est une résidence pour les familles monoparentales un petit peu, beaucoup pour les seniors, beaucoup pour la décohabitation des jeunes adultes, donc des populations qui ont peu d'enfants. Et c'est ça l'enjeu. Il faut avoir des bases fiscales nouvelles sans avoir des charges de fonctionnement supplémentaires. C'est ça, c'est ce qu'essayent de faire toutes les communes, et c'est ce que nous faisons également. Oui, ok, très bien, mais... Pour être encore plus clair et brutal, Chanteloup est trop jeune. Nous devons vieillir. Voilà. Ah, attendez, pas, Madame Allion. Je vais juste répondre à votre question par rapport à l'ouverture de classe l'année prochaine. En fait, on n'est pas à... Parce qu'il y avait 82 CM2 qui sont partis. Donc après, il y a une fermeture de classe. L'ouverture de classe, c'est par rapport aux grandes sections qui montent au CP et par rapport au nombre d'enfants qui diminue justement. Enfin, au niveau des classes, hein, je parle. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, il y a une ouverture de classe, mais on n'est pas à une grosse évolution où on est qu'à entre 5 et 10 élèves, en fait. Cette ouverture de classe qui s'est ouverte. Vous voyez? Voilà, c'est juste... Non, mais parce que vous avez l'air très surpris de l'ouverture de classe. Non. Mais en fait, la différence, elle est très minime, elle n'est pas... C'est pour l'avenir, c'est pas pour... voilà. La loi est telle qu'elle est. Là, sur les petites sections qui rentrent depuis 2 ans, on est sur le même chiffre. On est à une 60aine d'enfants. Voilà. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de... Enfin, ça reste stable pour l'instant. En fait, voilà. Toutes choses égales par ailleurs, Chanteloup perd en moyenne 15 enfants par an. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, mais c'est ce qui se passe naturellement. Enfin, en statistique, c'est ce qu'on appelle ça la régression vers la moyenne. C'est-à-dire que, en thermodynamique, lorsque vous arrêtez d'alimenter un système avec ou de l'énergie ou des anomalies statistiques, eh bien, tout retombe vers une moyenne. C'est ce qui se passe en ce moment à Chanteloup. On a perdu, depuis 2019, on a perdu 80 enfants, à peu près. En fait, il y a eu un énorme... Sur les deux on vous avait dit qu'on allait perdre des enfants. Vous l'avez? Oui. Par contre, on l'a perdu, hein. On a perdu. Oui. Ces nouvelles constructions, théoriquement, ne devraient pas ramener d'enfants. Elles vont en ramener, bien évidemment. On l'espère. En fait, ce qui est compliqué dans ce que nous faisons, d'accord, c'est qu'on voit bien, par exemple, dans le secteur 2 de Marne-la-Vallée, hein, en fait, ils ont des gros problèmes financiers parce qu'ils doivent fermer les écoles. C'est-à-dire que, un peu comme nous à une époque, il y avait une vague démographique qui arrivait, que la ville s'est pris en pleine face. Hein. Il a fallu dans l'urgence accueillir les enfants. Et moi, je l'ai géré je l'ai vu en tant que parent d'élève, hein, et ça, c'était vraiment, c'était sportif quand même, hein, du point de vue de l'usager et du point de vue de l'élu. Hein. Et après, il faut faire attention à ne pas tomber. Alors nous, à Chanteloup, on est tranquille, on a deux écoles. On ne sera jamais dans la situation de se dire qu'est-ce qu'on va faire de nos bâtiments. Mais quand on voit des villes comme, je ne vais pas les citer, mais dans le Val-Maubuée, lorsque vous avez, bon super, on va fermer une première école, bon super, on va faire une école de musique et une maison des associations. Bon, mais quand après il y a la deuxième à fermer et la troisième à fermer, ça coûte aussi cher à démolir, reconstruire. Donc il y a des vrais défis. La difficulté en fait, c'est essayer de maintenir un équilibre entre les âges. Nous, il faut qu'on vieillisse un peu, et quand on aura vieilli un peu, qu'on arrive à maintenir ces équilibres-là sans chocs trop brutaux. Voilà, c'est ça. C'est la vitesse du changement qui est. Et cela va nécessiter des constructions? Moi, on a toujours été très clair, aussi bien M. Direz que moi-même. Chanteloup-en-Brie, il y a des trous dans la raquette. Nous n'avons pas un parcours résidentiel complet. Il y a en gros un grand secteur pavillonnaire. Non. Moi aujourd'hui, mes enfants. Vous disiez à l'époque, les Pas-Marne et même Marne-et-Gondoire, en disant Chanteloup a eu son lot. Au niveau de l'urbanisation, on va partir peut-être sur d'autres communes. Alors, donc il y avait Chanteloup et
Il y avait 2 communes sur le... Monsieur Hamdi, je ne vous parle pas du nombre d'habitants, je vous parle du parcours résidentiel, du type d'habitat. Oui, aujourd'hui, il y a des il y a des catégories de population que nous ne pouvons pas garder. Typiquement, les jeunes des cohabitants, moi, mes enfants, j'ai pas de quoi leur acheter 2 pavillons à Champs-de-Plomberie, on est bien d'accord. Les étudiants, les jeunes adultes, ils partent. Et on voit aussi un phénomène où des seniors pour qui les grandes maisons sont déjà trop grandes, ils sont plus à l'aise, c'est trop de... Mais ils n'ont pas le moyen de rester sur Chanteloup, dans quelque chose de plus petit, etc. Donc oui, je ne dis pas qu'il faut plus d'habitants, il y en aura, mais il nous faut en tout cas plus de logements et des logements différenciés. Pas des logements comme on les a fait jusqu'à présent. Donc, de telle sorte que chacun trouve son compte. Donc un PLU qui va peut-être transformer effectivement un peu la configuration de la commune, puisque on va parler des dents creuses, ça vous parle? Alors les dents creuses, moi je ne sais pas de quelles dents creuses vous parlez. Les pavillons avec des terrains de 400 ou 500 mètres carrés dont on revend une partie et on se retrouve effectivement à construire en... Alors de ce point de vue-là, le PLU effectivement a son rôle, mais vous suivez l'actualité municipale de manière attentive. Les zones à densifier n'ont pas changé depuis 2004. Ça, nous n'y touchons pas. Pour l'instant. Nous, on n'y touche pas. Et en plus, on a même reculé puisqu'on a, nous, retiré de l'urbanisation des zones naturelles, ce qui n'était pas le cas dans le projet précédent. Oui, 30 hectares de terres agricoles. On a arrêté complètement l'urbanisation, on avait même fait une réserve foncière qui était l'ex... alors ça dépend ce que vous appelez urbanisation, parce que les locaux d'entreprise, c'est aussi de l'urbanisation. Vous savez, quand on met des locaux d'entreprise, des hangars, sur tous les champs qui sont devant la cueillette... Je ne prenais pas en compte les locaux d'entreprise, puisque c'est Marne-et-Gondoire. Oui, mais là, quand vous parliez de paysage, ça a quand même un... non, c'est pas Marne-et-Gondoire qui gère, c'est pas les Pamarnes, je veux dire, c'est le PLU. Par contre, effectivement, là-dessus... Mais là où je vous rejoins, c'est que, oui, nous, ce que l'on a fait, c'est changer le type d'habitat qu'il y aura dans les zones à construire et dans les zones à densifier. Mais nous n'avons pas augmenté la taille des zones à densifier et nous avons même réduit la taille des zones à urbaniser. On vérifiera. Oui, bien sûr. Vous avez encore les expositions accrochées à la grille de la mairie. N'hésitez pas. J'ai vu, et puis on voit les permis de construire qui apparaissent. Alors il y a un permis de construire aujourd'hui qui est dans la ZAC, et c'est un projet qui date d'il y a 5 ou 6 ans. Et c'est le fameux truc en terre crue. Nous, on y est pour rien. Pour l'instant, on n'avait pas vu de permis de construire. Enfin, je parle du secteur Ipamarne. Ça viendra, ça viendra. Il y a une inertie quand même qui est très 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 longue aujourd'hui. Et si Chanteloup est à 4... D'après l'INSEE, on est combien, Monsieur Arnaud? 4100, 4000 un peu plus. Voilà, vraisemblablement un petit peu plus parce qu'il y a toujours... Le prochain recensement, c'est 2026. Mais ça, c'est l'effet des projets qui ont été livrés en 2020 et 2021, mais qui avaient été décidés les années précédentes. Non, mais bon, j'alerte parce que si on passe un cap des 5000, vous savez ce que ça veut dire aussi, en termes de charge, en termes d'équipement, en termes de voyage, en termes de sécurité. Vous savez, j'ai travaillé beaucoup dans le Val-Mobilier, j'ai travaillé dans le Val-de-Marne, j'ai travaillé sur des grosses communes et des petites communes. J'ai vu les évolutions et je ne voudrais pas Chanteloup vers ces évolutions. Mais vous avez raison de parler des seuils, parce qu'effectivement, gérer les seuils, c'est fondamental. À partir du moment où Chanteloup a franchi le seuil des 3500 habitants, on est tombé dans la catégorie des villes de 3500 à 9999. Ce qui fait qu'en grande partie, nous avons des obligations, que ce soit comptables ou de services, etc., de villes de 10 000 habitants presque. Donc ce qu'il faut, et il y a un élément nouveau dont nous allons bénéficier, nous, collectivement, pour l'avenir, dont vous n'avez pas bénéficié en tant qu'élu que lorsque vous étiez aux affaires, c'est qu'aujourd'hui, la fiscalité sur les logements ont changé, et il y a beaucoup plus de matières foncières que nous allons pouvoir toucher. Les logements sociaux, par exemple, les nouveaux seront assujettis à la taxe foncière, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc on n'est plus dans la même logique. On peut raisonnablement compter sur des charges, sur des recettes nouvelles pour compenser les charges. Après, à nous de faire attention à ce que la population nouvelle ne génère pas trop de charges, d'où l'importance d'avoir une population bien hétérogène avec des catégories de personnes qui ne sont pas trop consommateurs de services. Mais ça, c'est quelque chose que nous devons collectivement surveiller comme le lait sur le feu. Parce que ça peut partir très vite. Et voilà. Et bon, ça c'est un concept de monsieur Pambou, dans les premières années. On est dans le pilotage, et c'est le cas. Pilotage financier, pilotage urbain. Et c'est pour ça que moi j'ai apprécié votre intervention, monsieur Hamdi, parce que voilà, ça c'est des vrais
échange, et on a tous un regard différent, vous avez votre expérience, moi j'ai la mienne, et c'est bien que nous puissions échanger pour ne jamais perdre le fil. Y aurait-il d'autres remarques de la part de la majorité, hein, c'est un débat? Non? Bon, bah, nous prenons acte alors que le débat d'orientation budgétaire s'est tenu. Oui? Oui. Bon, bah, écoutez, il n'y avait pas de questions écrites transmises par le groupe d'opposition, donc il est maintenant 22h25. Et je déclare ce conseil municipal clos. Merci à tous.